Ce n'est qu'un masque de fantôme sans importance, mais en le faisant porter à la reine de beauté de l'université du Dragon de Feu, il l'a transformée en succube, une créature sous le feu des projecteurs. Voici une paire de ciseaux rouillés et ternes, mais un simple contact avec la chanteuse en vogue a suffi à en faire une sorcière méprisable, à la merci de tous. Des objets interdits aussi révolutionnaires, j'en ai une armoire pleine, car je gère une boutique d'antiquités prohibées. Tant que le client peut payer le prix cruel, il peut obtenir une puissance surnaturelle, et la jeune fille devant moi est ma première cliente. Jean Meeting était la reine de beauté de 4e année de l'université de technologie de Nanay, jusqu'à ce qu'un incendie détruise sa fière apparence. Le plus ignoble est que sa meilleure amie, qu'elle protégeait au péril de sa vie, a publié ses photos défigurées dans le groupe de discussion de la classe. Juste pour se moquer d'elle, pour redevenir belle, elle a décidé de payer n'importe quel prix. Je suis sorti de l'arrière-boutique avec un seau à la main, es-tu prête, pour retrouver ta beauté? À vendre ta liberté pour toujours? Il y a un mois, j'ai pris les commandes de cette mystérieuse boutique. Mais le prix est de porter la malédiction des 12 objets interdits perdus par mon prédécesseur, avant de les avoir tous récupérés. Seule une réservation me permet d'obtenir un instant de liberté. Et cette cliente devant moi est la meilleure chienne de chasse pour m'aider à briser ma cage et à traquer ces objets. Jean Meeting a pris le seau et l'a pressé avec impatience sur sa peau sous ses vêtements. La seconde suivante, tout son corps a été inondé d'une lumière dorée. Les cicatrices de brûlure sur son visage ont rapidement disparu, ses pupilles sont devenues des cœurs roses, et 2 cornes de bouc ont poussé sur son crâne. Une queue en forme de cœur a surgi de son jean. Jean Meeting a poussé un cri strident. Est tombé au sol et a regardé son reflet dans le miroir avec effroi. Numéro avril 2018. Seau de succube. Son utilisation transforme l'utilisateur en la créature la plus belle au monde. Tu as échangé ta liberté contre cela, c'est une affaire très rentable pour toi. Jean Meeting respirait rapidement, essayant désespérément d'assimiler les changements sur son corps. Après une dizaine de minutes, elle a fini par accepter le fait d'être devenue un démon. Non seulement elle était devenue plus belle, mais elle possédait désormais des pouvoirs surnaturels, n'est-ce pas? Mais quelle est réellement la nature de ce prix, la liberté? Tu as 7 jours pour régler tes affaires en cours. Dans 7 jours, tu reviendras ici pour commencer ton travail. Maintenant, tu peux y aller. Jean Meeting s'est levé, et dans le regard qu'elle a posé sur moi, il y avait une pointe de terreur en plus. Être capable de transformer quelqu'un en démon si facilement. Quelle terrifiante puissance est-ce là? À partir de maintenant, cet être serait-il son patron? Jean Meeting n'a jamais pensé à fuir. Ici, il suffit de ne pas être idiot pour comprendre à quel point la punition, en cas de rupture de contrat, serait atroce. En réalité, si tout n'avait pas été si étrange, elle aurait même apprécié cette sensation d'être manipulée. Cette oppression et ce contrôle étaient, au plus profond d'elle-même, des désirs inavouables. Jean Meeting m'a fait une révérence et a quitté la boutique d'antiquité Ling. J'ai regardé le sol devant la boutique, la nuit sous la pluie fine est la plus fascinante. Après avoir attendu si longtemps, j'ai enfin eu une nuit pluvieuse, pouvant quitter librement la boutique. Pour récupérer les objets interdits perdus. Je suis allé à l'arrière-boutique, mon regard a balayé l'étagère pleine d'objets interdits. Les objets interdits possèdent tous des pouvoirs fantomatiques. Et les humains qui les détiennent obtiennent soit des forces surnaturelles puissantes, soit utilisent ces objets pour devenir des notables de la société. Cependant, après la mort de l'acheteur, l'objet interdit est considéré comme perdu. Et si les enfants ou amis le récupèrent, cela n'est pas enregistré officiellement. Bien sûr, ces héritiers ne sont pas non plus de simples citoyens ordinaires. S'ils sont ingrats et refusent de me rendre l'objet, il faudra alors faire preuve d'un peu de force. Mes yeux se sont fixés sur cette faux rouillée sur l'étagère. Numéro 0 à 3, la faux de la mort. J'ai pris la faux de la mort. Je suis allé à la porte arrière et je me suis assis dans la voiture ancienne. J'ai sorti un petit carnet de ma veste. Sur la couverture était inscrit « Carnet du gestionnaire ». Ce petit cahier enregistre les transactions de la boutique d'antiquité Ling. Il y a 20 ans, Zheng Xua a échangé dans cette boutique la perle de la sirène, au prix de la moitié de sa durée de vie. Zheng Xua était une chanteuse qui a émergé il y a 20 ans, devenant en un instant la diva de la scène musicale de son époque. Cependant, il y a 2 ans, Zheng Xua est décédée de maladie à seulement 38 ans. Les nouvelles récentes rapportent que sa fille, Bechacha, a hérité parfaitement de son talent de chanteuse, faisant ses débuts à seulement 20 ans. Devenue célèbre dans tout le pays avec d'innombrables fans. Numéro mars 2011, la perle de la sirène. Qui permet à l'utilisateur d'avoir une voix digne d'une sirène. Il semble que la perle de la sirène soit entre les mains de Bechacha. Le domaine Green Horse à Nanay, c'est la maison de Bechacha. Ce soir, les célébrités du monde du spectacle et des affaires viendront toutes ici pour participer au bal. Pour célébrer le succès de sa tournée asiatique, un vacarme éclate dans la loge, 2 vigiles vêtus de noir traînent un gros nerd vers la sortie. Déesse, je t'en prie. Fais-moi un autographe. Quel dégoût, comment peut-on laisser n'importe qui entrer chez moi? Je ne sais pas comment il a pu s'infiltrer. Les pauvres et les losers, vous pouvez vous éloigner. Bechacha affiche une façade douce et facile à vivre, mais au fond, elle méprise les pauvres. Les pauvres ont une odeur de misère, et elle y est allergique. Bechacha pose son téléphone et retouche son maquillage avec application. Elle n'est pas vraiment jolie, voire excessivement banale.
Mais elle possède une voix sublime, son chant transporte quiconque l'écoute, personne ne peut y résister. Son maquillage terminé, Béchacha caresse doucement le pendentif de perles à son cou, ce monde éteint. Immense théâtre de travestissement, et heureusement, j'ai trouvé la clé des coulisses. Elle sait pertinemment que tout ce qu'elle possède, elle le doit à cet héritage maternel. Avant de partir, sa mère l'avait supplié et mise en garde de ne jamais utiliser ce bijou. Son visage s'assombrit. Son regard se fait cupide, son propriétaire viendra le reprendre, qu'il ose essayer. Ce trésor est à moi, personne ne me l'enlèvera. Son père, un homme d'affaires en apparence, fabrique en réalité des drogues de substitution illicites, et entretient dans ses cachots souterrains des gardes du corps. Tous des tueurs à gages impitoyables qui ont déjà versé le sang. Béchacha est au courant. Mais qu'importe, le monde ne se divise pas en gens bien ou mauvais, seulement en riches et en pauvres. Elle n'a pas hésité à utiliser son influence pour couvrir les activités de son père. Soudain, des pas résonnent devant la loge. Béchacha se retourne avec un sourire professionnel, mais en voyant l'arrivant, son sourire s'efface brusquement, devenant cruel. Je viens récupérer ce qui m'appartient. Encore un nouveau numéro de gros lourdeau? Dégage vite, sinon. J'appelle la sécurité. L'homme entre dans la loge, les yeux fixés sur le pendentif de perles au cou de Béchacha. Béchacha couvre instantanément son décolleté difficilement mis en valeur, avec un air de dégoût total. C'est pour mes propriétaires, pas pour un minable comme toi. Je viens récupérer ce qui m'appartient. Tu ne comprends donc pas le langage humain? Béchacha me jauge du regard, puis se souvient soudain de quelque chose. Je te donne de l'argent, c'est à moi maintenant. Béchacha s'imagine que cet objet est un héritage familial de ce plouc. Les ploucs sont stupides et ignorants. Ils ne savent même pas comment utiliser un tel trésor pour faire fortune. Elle se lève, croise les bras avec assurance. Et lance avec arrogance, 1 million, ça te va? Oui. Je t'oblige à vendre, mais c'est pour ton bien. Nul n'est coupable. Si ce n'est de posséder un trésor. Un type comme toi avec cet objet ne récoltera que des ennuis monstrueux. Oh, tu oses venir ici avec une vieille faux pour semer le trouble? Puisque tu manques de tact, ne m'en veux pas si je te traite sans ménagement. Très vite. Des pas précipités résonnent à la porte, et des gardes du corps en costume noir apparaissent à l'entrée. Un soupçon d'inquiétude passe dans mon regard, est-ce que chaque récupération d'objets interdits sera aussi pénible? Béchacha décèle cette inquiétude et ricane, tu regrettes? C'est trop tard. Dans ce monde, certaines personnes sont au-dessus de votre petite condition de plouc. Petit, tu espères me donner le tétanos avec ce vieux truc rouillé? Je ne réponds pas. La faux du faucheur s'abat légèrement sur le vigile. La seconde suivante. Une scène terrifiante se produit, le vigile s'écroule raide mort, sans un souffle. Mort, mort, il est mort comme ça. Comment est-ce possible? Sous les regards stupéfaits de tous, je sors une jarre en céramique antique. Numéro mars 2001, la jarre selleuse d'âme. La jarre selleuse d'âme peut absorber l'énergie vitale et sceller les âmes. Règle numéro 3 de la boutique d'antiquité de l'esprit. Le propriétaire doit offrir chaque mois une certaine quantité d'énergie spirituelle à la plus terrifiante des sculptures interdites du sous-sol. Les âmes ordinaires, converties par la jarre, deviennent l'énergie spirituelle nécessaire à la statue. Alors, un phénomène étrange se produit. Bien que le vigile soit mort, son visage livide se met à grimacer, trahissant une horreur indicible, comme s'il vivait quelque chose d'atroce. Les gardes, terrifiés par cette vision, n'ont même pas le temps de réagir qu'un arc violet fend l'air. Tous les gardes du corps furent figés sur place, avant de s'effondrer les uns après les autres. Les cadavres prirent peu à peu des expressions d'une terreur surnaturelle. Une fois ma tâche accomplie, je me tournai vers Béchacha, pétrifié de peur. Béchacha tremblait convulsivement et finit par s'effondrer à genoux dans un bruit sourd. Ne me tuez pas. J'ai de l'argent, j'ai énormément d'argent. L'argent est la chose la plus inutile à mes yeux. Tu n'as aucune idée de ce que ta mère a dû sacrifier pour obtenir ce pendentif. Bien sûr, tu ne le sauras jamais, car la confidentialité était l'une des conditions du pacte. Béchacha détacha précipitamment la perle de sirène de son cou. Prenez-la, je n'en veux plus, je vous assure, je n'en veux plus. Je sais que j'ai eu tort. Je ne pris pas la perle de sirène, mais m'accroupis, tendant la main pour soulever le menton de Béchacha. J'aime les choses simples, mais tu as tenu à rendre la situation complexe. Béchacha secouait la tête sans cesse, dévoré par le remords. Je ne lui laissai pas l'occasion de continuer à supplier. La faux de la mort que je tenais effleura doucement le corps de Béchacha, qui s'affaissa immédiatement sur le sol. La perle de sirène glissa de sa main. J'aurais pu récupérer la perle et rendre à Béchacha sa voix d'origine. Privé de la perle, sa prestation au banquet aurait été une humiliation publique, une juste punition pour son manque de respect envers moi. Seulement, je n'ai pas ce genre de goût morbide. Il vaut mieux sceller l'âme de Béchacha dans une jarre démoniaque, pour l'offrir à la sculpture du sous-sol. Puis, l'homme quitta la loge, et une vieille voiture d'époque datant de la Seconde Guerre mondiale apparut de nulle part. Il monta à bord et disparut mystérieusement. Ne suis-je pas encore morte? Se demanda Béchacha. Elle vit alors la scène à l'intérieur de la loge, jonchée de cadavres, parmi lesquels le sien. Non, suis-je déjà morte? Suis-je un fantôme maintenant? Une porte apparut soudainement dans le ciel. Une lumière éclatante émanait de l'autre côté. Par instinct, Béchacha se mit à flotter vers cette porte, montant de plus en plus haut. Tout ce qui appartenait au monde des mortels perdait son sens. Soudain,
Une force d'aspiration terrifiante venant d'une autre direction attira l'âme de Béchacha vers cette porte. Béchacha baissa les yeux et aperçut une voiture ancienne roulant dans l'obscurité nocturne. Au volant, cet homme terrifiant tenait une jarre en céramique ouverte. L'ouverture de la jarre dégageait une aura maléfique et sinistre. Béchacha poussa un cri d'effroi et courut désespérément vers la porte céleste, mais l'aspiration s'intensifia. Finalement, plusieurs mains sombres et effilées jaillirent de la jarre, agrippant férocement l'âme de Béchacha pour l'entraîner peu à peu vers l'intérieur. L'expression de l'âme de Béchacha devint une image d'horreur absolue. Plus étrange encore, son cadavre affichait exactement la même expression, identique à celle de son âme. « Fille, sors de là, tout le monde t'attend. » Un homme en sueur entra joyeusement dans la loge, il se nommait Bélitan. C'était un parrain du monde souterrain de Nanay, et le père de Béchacha. En entrant dans la loge, ses yeux, petits comme des haricots, s'écarquillèrent violemment. Le sol était couvert de cadavres. Chose étrange, aucun ne portait de blessure. Mais ils avaient tous un air terrifié, comme s'ils étaient morts de peur. « Ma fille. Ma fille. Que se passe-t-il? Ma fille. Qui a tué ma fille? Qui a tué ma fille? Je vais exterminer toute votre famille. Je vous jure que je tuerai toute votre famille. » À cet instant, Bélitan remarqua que le pendentif en perles au cou de Béchacha avait disparu. Il essuya ses larmes, son esprit tournant à toute vitesse. Ce pendentif en perles, c'était l'héritage laissé par sa femme à leur fille. Bélitan avait l'œil vif, il avait compris dès le début que ce bijou n'était pas ordinaire, une antiquité vieille de plusieurs siècles, d'une valeur inestimable. Avant de mourir, sa femme avait mentionné cet objet, disant qu'il s'agissait d'un prêt et que quelqu'un viendrait le réclamer un jour. Elle avait également insisté pour qu'il ne négligeant jamais cette personne, et qu'il la laisse partir avec le plus grand respect. Bélitan s'en était moqué, « Je suis l'un des hommes les plus puissants du monde souterrain de Nanay, pourquoi devrais-je être respectueux envers qui que ce soit? Puisque sa fille aimait cet objet, il lui appartenait, et personne n'oserait le lui voler. Je te retrouverai, et je te ferai payer la vie de ma fille. » 3 heures du matin, je rentrai à la boutique d'antiquité Lingao et remis la faux de la mort et la jarre à âme sur leurs étagères. Le hall était désert, seules quelques bougies de bronze éternel pendaient des poutres sombres. Dès la tombée de la nuit, les flammes s'allumaient automatiquement, sans aucun combustible. Je posai mon regard vers la porte d'entrée, il pleuvait encore dehors et la nuit n'était pas dissipée. Dans quelques heures, le jour se lèverait, et s'il m'arrivait d'être encore à l'extérieur, une chose terrible se produirait. Car je porte la malédiction de la boutique Lingao, et je ne peux arpenter le monde que les nuits de pluie. L'homme se pinça les lèvres. En empruntant l'escalier orné de candélabres en laiton, je monte vers le bureau du second étage, où les étagères regorgent de livres venus des 4 coins du monde. Pour les intendants, les livres sont le seul passe-temps pour dissiper la solitude et tuer le temps, mis à part cette vieille horloge à balancier posée sur le comptoir. Rien au sein de la boutique d'antiquité Lingao ne permet de communiquer avec l'extérieur, dans ses murs, un téléphone connecté ne vaut guère mieux qu'une brique. Je m'assieds alors sur la chaise en bois de poirier et tire un carnet du tiroir du bureau. À la lueur des candélabres en laiton, j'écris au stylo plume sur mon carnet, 2 semaines et demie que j'ai repris la boutique d'antiquité Lingao. J'ai enfin accueilli mon premier client. La journée a été fructueuse, j'ai échangé un objet tabou. J'ai également réussi à récupérer un objet rituel interdit. Depuis que j'ai repris les lieux, j'ai pris l'habitude de tenir un journal. Non par sentimentalisme, mais par peur qu'au fil des longues années, je n'oublie le temps, et que le temps ne m'oublie. Le précédent intendant, bien qu'ayant transcendé les 3 royaumes et les 5 éléments, avait les yeux vides de toute expression, empreint d'une lassitude infinie. Tout cela est dû à la maudite malédiction de cette boutique. Chaque mois, l'intendant doit offrir à la sculpture interdite, située dans la cave, une quantité suffisante d'énergie spirituelle, sous peine d'être damné pour l'éternité. Pour survivre, les intendants successifs ont frénétiquement extorqué la durée de vie des acheteurs afin de rassasier l'appétit de la sculpture, négligeant leur mission première, récupérer les objets tabous. Cet imbécile de prédécesseur a réussi à égarer 12 objets interdits, aggravant la malédiction au point que je ne peux sortir de la boutique que les nuits de pluie, s'enfermant lui-même dans son propre piège. Mon plus grand dilemme actuel est l'impossibilité de quitter la boutique Lingao. Il me faut trouver un moyen de briser cette impasse, un moyen de récupérer les objets interdits sans avoir à mettre le pied dehors. La pluie martèle le sol à l'extérieur. J'aspire l'air frais qui s'engouffre par la fenêtre, l'esprit en ébullition. Les anciens intendants échangeaient les objets tabous contre de l'énergie spirituelle, c'est-à-dire de la durée de vie. Car cette énergie est la denrée la plus rare pour chaque intendant, puisqu'il faut chaque mois en fournir à la sculpture interdite au sous-sol. Pour les précédents intendants, accumuler suffisamment d'énergie spirituelle équivalait-il à réussir sa mission? Cette myopie ne faisait qu'accroître le nombre d'objets interdits dispersés, les entraînant inévitablement dans un bourbier sans fin. L'homme songe à Jin Meting, celle qui a troqué le sceau de la succube aujourd'hui. Et si je changeais les règles de transaction? Au lieu de ne réclamer que la durée de vie, pourquoi ne pas échanger les objets interdits contre la loyauté et la liberté? L'intendant ne se retrouverait-il pas à la tête d'une armée de serviteurs aux capacités hors normes? Avec de tels serviteurs, qu'il s'agisse de récupérer ou de confiner des objets interdits, la tâche deviendrait bien plus aisée. Il faut savoir que, ne pouvant quitter la boutique Lingao que les nuits de pluie, la récupération et le confinement s'avèrent extrêmement difficiles. Le pire est de ne jamais pouvoir prédire quand mourra le prochain acquéreur.
d'un objet interdit. À sa mort, l'objet qu'il détient est considéré comme perdu. Si je ne le récupère pas à temps, la malédiction qui pèse sur moi s'intensifie. Cela deviendrait alors un calvaire sans fin, même immortel et indestructible, la vie ne serait qu'une torture. Si ces acheteurs m'aidaient à récupérer ou à confiner de nouveaux objets, la malédiction pourrait être totalement levée. Mes yeux s'illuminent peu à peu, pourquoi ne pas fonder une organisation basée sur ces acheteurs? Au sein de cette confrérie, chacun posséderait un objet interdit. Et chacun m'aurait juré fidélité. En somme, une organisation surnaturelle vouée à ma cause. À l'avenir, les transactions n'auront que deux issues, sacrifier son âme pour la sculpture, ou offrir sa loyauté pour devenir mon bras armé. Nommons cette organisation la Société Interdite. Son objectif est simple. Récupérer pour moi les objets perdus et traquer de nouvelles proies. Chaque objet interdit, avant d'être confiné, est une chose redoutable, d'où son nom. Même avec de tels objets, les membres de la société ne sont pas forcément de taille face à ces entités. Il faudra alors que j'intervienne moi-même, après tout, je suis immortel. Et je peux utiliser à ma guise les objets de la boutique. Peu importe la proie, je reste le tabou le plus terrifiant de ce monde. Le regard profond de l'homme laisse filtrer une lueur dorée, les membres de la société doivent m'aider à récupérer et confiner. Ils doivent donc posséder un certain statut dans ce bas monde. Le recrutement sera rigoureux. Je n'ai que faire de bon à rien. Il me faut des puissants, des fortunés, des gens dotés d'une grande influence. Seuls eux pourront aplanir le chemin devant moi aux quatre coins du globe et créer un terrain de chasse confortable. Sans même parler de l'étranger, dans cette société où tout repose sur les relations, sans argent ni réseau. On ne peut faire un pas. J'ai donc besoin du pouvoir social des membres de la société interdite. Il ne me reste plus qu'à attendre Jean Meeting, elle sera mon premier atout. Dans un salon privé de l'hôtel Ginelong à Nanay. Les étudiants de dernière année de l'université Concheng célèbrent leur pot de départ, et tout le monde a déjà bien bu. L'atmosphère est électrique. Le délégué de classe, souriant, lance le sujet. Dites, qu'allez-vous faire de votre vie maintenant? À l'évocation du travail, les langues se délient. Je n'ai été retenu pour aucun entretien, je m'apprête à aller servir des plateaux chez Olilan, j'ai passé 3 entretiens. Après-demain, je commence la formation Zhongzhou. Et toi, chef de classe, tu n'es pas toujours en train de préparer les concours de la fonction publique? Moi, j'ai eu un peu de chance cette fois, j'ai été admis à l'agence de la nature. Je vais aller m'inscrire dès que j'aurai mon diplôme. Quixinu faisait semblant d'être ravie, mais intérieurement, elle riait. Quelle chance vous avez d'être libre. Pas comme moi, j'ai déjà été remarqué par le réalisateur Zhang Beiwei, je m'apprête à entrer dans le milieu pour tourner. Un silence soudain envahit la salle. C'était Zhang Beiwei, un ponte de l'industrie cinématographique. Le regard des autres changea instantanément, rempli de jalousie. Quixinu savourait ses regards. Elle continua de se vanter, le réalisateur Zhang viendra me chercher personnellement ce soir, ouvrez grand vos yeux tout à l'heure. Vous verrez ce qu'est une vraie célébrité. C'est sûrement parce que Jean Meeting n'est pas venu, sinon comment ça aurait pu tomber sur toi? Cette remarque atteignit le point sensible de Quixinu, son regard devint instantanément venimeux. Elle venait de la campagne. Pour devenir belle, elle n'a cessé d'imiter Jean Meeting, mais quels que soient ses efforts, tout le monde préférait toujours Jean Meeting. Quixinu fixa la fille aux cheveux courts avec un ricanement, Jean Meeting, son visage est entièrement brûlé. Que pourrait-elle bien tourner? Des films d'horreur? Tu racontes n'importe quoi. Je l'ai vue hier, elle est encore plus belle qu'avant, contrairement à certaines dont les photos ne sont que du Photoshop. Alors dis-moi, si elle n'est pas défigurée, pourquoi n'a-t-elle pas osé venir? Meeting vient de m'envoyer un message pour dire qu'elle arrive. On verra alors qui est Blanche-Neige. Ce sera flagrant. En entendant cela, le sourire de Quixinu se figea. La défiguration de Jean Meeting avait été ébruitée par elle dans toute l'école masculine. Cependant, elle n'avait pas dit comment Jean Meeting avait été défiguré. Il y a un mois. Quixinu et Jean Meeting faisaient les boutiques quand une explosion soudaine a eu lieu dans un magasin. C'est pour protéger Quixinu que Jean Meeting a eu le visage brûlé. Quixinu estimait que Jean Meeting, ayant perdu ce visage, ne servait plus à rien, c'est pourquoi, ces derniers temps, elle ne s'est pas privée de la railler. Sans la moindre once de culpabilité. Jean Meeting ne voudrait pas révéler la vérité pour se venger, par hasard? À notre époque, l'argent et le pouvoir font la loi. Du moment qu'elle est l'héroïne du réalisateur Zhang Beiwei, même si elle est une ingrate. Qu'est-ce que ça peut faire? À l'avenir, Jean Meeting ne sera même pas digne de m'épousseter les chaussures. À ce moment, la porte du salon fut poussée. Quixinu regarda avec crainte vers l'entrée. Ce n'était pas Jean Meeting, mais un homme d'âge mûr, maigre et à l'expression sévère. Toutes les filles furent stupéfaites et écarquillèrent les yeux. Cet homme, elle le voyait souvent à la télévision. C'était le grand réalisateur Zhang Beiwei, récemment récompensé par l'Ours d'Or au Festival international du film. Quixinu, observant les expressions abasourdies des autres filles, jubilait intérieurement. Elle se leva, marchant avec une démarche chaloupée, se déhanchant, se dirigea vers Zhang Beiwei, prit son bras et dit d'une voix suave. Réalisateur Zhang, pourquoi êtes-vous venu me chercher si tôt? Zhang Beiwei affichait une mine impatiente, ignorant totalement les autres. Comme nous devons impérativement procéder à la cérémonie d'ouverture. À l'aube, si je n'avais pas eu peur que tu fasses des bêtises, penses-tu que j'aurais eu envie de venir te chercher? Combien de temps comptais-tu encore traîner avec ces gens? Ces mots étaient arrogants.
Il ne considérait pas les filles présentes. Mais les filles savaient, devant un tel personnage, qu'elles ne valaient effectivement rien. Les réalisateurs sont souvent superstitieux. On raconte dans le milieu que Zhang Beiwei ne croit ni aux divinités du théâtre, ni aux bodhisattvas, mais seulement à la déesse. À chaque cérémonie d'ouverture, elle choisit un jour de pluie, et dès que la première goutte touche le sol, c'est le signal du début de la cérémonie. Les filles s'échangèrent des regards, le sens de la scène devenait évident. Elles pensaient que Quixinu était la favorite, mais en fin de compte, le réalisateur ne l'estimait pas du tout. En réalité, elles avaient raison, Zhang Beiwei ne portait pas Quixinu dans son cœur. Elle était une passionnée de théâtre. Et elle tenait à sélectionner elle-même chaque figurant. Ces derniers jours, pour le film qu'elle s'apprêtait à tourner. La boutique d'antiquité de la Renarde, elle cherchait l'actrice principale, sans trouver la perle rare depuis un mois. La boutique d'antiquité de la Renarde raconte l'histoire d'une renarde millénaire qui tient une boutique d'antiquité. L'héroïne, en plus d'être belle, doit posséder le charme d'une renarde et l'usure de 1000 ans de vie. Malheureusement, les candidates se contentaient de jouer les séductrices, loin du charme troublant et époustouflant qu'elle recherchait. Finalement, faute de mieux, elle a dû se contenter de la plus vulgaire des créatures pour jouer ce rôle. À cet instant, la porte s'ouvrit soudain, et une voix cristalline retentit, « Je vous prie de m'excuser, je suis en retard. » Tous se tournèrent vers la source du son et restèrent figés. C'était Jean Métigne, la reine de beauté de l'école. Non seulement elle n'était pas défigurée, mais elle était devenue d'une beauté stupéfiante, avec le même visage qu'auparavant. Mais étrangement plus raffiné, chaque mouvement de ses yeux dégageait un charme ensorcelant et magnétique. Chacun de ses gestes respirait une élégance indescriptible. Autrefois, Jean Métigne était déjà plutôt provocante, invitant audacieusement ses colocataires à regarder des films osés chaque soir, avec un tempérament ardent. Mais elle n'était pas une fille facile pour autant, selon ses propres dires, aucun homme n'avait encore réussi à la conquérir. Mais aujourd'hui, elle semblait avoir changé du tout au tout, dégageant un tel pouvoir de séduction, que même les autres femmes en rougissaient et sentaient leur cœur s'emballer. Quixinu observait Jean Métigne avec incrédulité, alors qu'elles étaient allées à l'hôpital ensemble. Et qu'elle avait vu de ses propres yeux Jean Métigne se faire défigurer, comment était-ce possible? Comment pouvait-elle être devenue aussi belle? Est-ce de la chirurgie esthétique? Mais en un mois, comment aurait-elle pu réussir une telle transformation? Et ce charme envoûtant, d'où venait-il? Quixinu se sentait nerveuse. Craignant que Jean Métigne ne la démasque devant tout le monde, elle tira précipitamment sur Zhang Beiwei, réalisateur Zhang, « Partons? Ne devons-nous pas lancer la cérémonie d'ouverture ?» Zhang Beiwei resta immobile. Ce n'est qu'en levant les yeux que Quixinu remarqua que Zhang Beiwei fixait Jean Métigne sans ciller, avec la ferveur de quelqu'un qui découvre un trésor inestimable, son cœur sombra. En regardant Jean Métigne, ses yeux étaient emplis de désir. Soudain, Zhang Beiwei la repoussa d'un geste sec, et s'empressa de demander à Jean Métigne, « Mademoiselle, avez-vous déjà un travail ?» Face à l'invitation soudaine de Zhang Beiwei, toute l'assistance fut stupéfaite, car ce célèbre réalisateur était connu pour être un bourreau de travail. Et tout le milieu du cinéma savait qu'il préférait ses films aux femmes. Pourtant, Jean Métigne refusa poliment, « Désolé, réalisateur Zhang. J'ai déjà promis à mon patron de commencer demain. Mademoiselle. Même si vous aviez signé avec une multinationale, vous devriez savoir ce qui est le plus important, non? Vous devriez bien réfléchir. Aucun travail ne vaut celui d'être mon actrice principale. Avez-vous peur des indemnités de rupture de contrat? Dites-moi de quelle entreprise il s'agit, et j'irai négocier avec leur patron moi-même. » Le réalisateur Zhang Beiwei prêt à aider une actrice à rompre son contrat, voilà une affaire qui ferait la une des réseaux sociaux. Si c'était moi, je serais certainement dévoué au réalisateur Zhang. Jean Métigne ne pouvait expliquer qu'elle allait travailler dans une boutique d'antiquités remplie d'objets interdits, et refusa fermement à nouveau, « Désolé, réalisateur Zhang. Je ne peux vraiment pas venir, j'ai déjà un emploi. » Le réalisateur Zhang a fait une telle offre. N'êtes-vous pas un peu ingrate? L'entreprise dans laquelle vous entrez, aussi puissante soit-elle, ne peut pas rivaliser avec le soutien direct du réalisateur Zhang. Vous devez comprendre que venir avec moi est bien plus prometteur que de rester avec votre patron. À ce moment, la porte s'ouvrit, et les regards se tournèrent vers un homme inconnu. Il portait de longs cheveux noirs et soyeux, une silhouette élancée, et arborait des pompons ornés de saphir bleu, les pierres paraissaient cristallines. Probablement une sorte d'artefact magique qui le faisait rayonner. Ses yeux ambrés semblaient profonds et sereins. Cet homme était le propriétaire de la boutique d'antiquité, l'Inmu. Il ignora les regards autour de lui et fixa directement Jean Métigne, « Désolé. Vous devez commencer le travail plus tôt, suivez-moi maintenant. Si je suis apparu ici, c'est parce que ce soir est une nuit pluvieuse, normalement en automne à Nanais, la pluie n'est pas si fréquente. Et les nuits pluvieuses encore moins. Je ne vais pas gâcher cette pluie, maintenant que récupérer les objets interdits perdus est ma priorité absolue, autant profiter de cette nuit pour familiariser Jean Métigne avec ses tâches. » Les filles présentes me regardaient avec curiosité, après la conversation précédente, elles savaient que cet homme était le patron de Jean Métigne. Quelle magie l'entreprise de ce patron pouvait-elle avoir pour que Jean Métigne renonce à une chance de devenir une star avec le réalisateur Zhang? À vrai dire, un patron qui vient chercher son employé au milieu de la nuit pour faire des heures supplémentaires, quel genre de bonne entreprise est-ce là? Quixinu se réjouissait intérieurement.
Jin Meting, tu es certes très belle, mais heureusement pour moi, tu manques de jugeote. Moi, je vais suivre le réalisateur Zhang, toi tu suivras ce petit patron inconnu, qui de nous deux s'en sortira le mieux. C'est évident, n'est-ce pas, pour s'attirer les bonnes grâces de Zhang Beiwei. Xinyu passa immédiatement en mode protectrice, Jin Meting, tu es vraiment ingrate. Le réalisateur Zhang est si enthousiaste et tu fais ta difficile, en suivant cet homme. Quel avenir peux-tu espérer? Tu es vraiment inconsciente. Par ces mots, elle prenait ses distances avec Jin Meting pour éviter la colère du réalisateur, tout en ne laissant aucune porte de sortie à Jin Meting, l'empêchant ainsi de rejoindre Zhang Beiwei. Ce petit stratagème était grossier, et toutes les filles présentes purent voir clair dans le jeu de Xinyu, leur regard allant et venant entre Jin Meting et Linmu. Ce qui est étrange, c'est que dans le regard de Jin Meting vers Xinyu, il y avait une lueur que même mi. Face à cette provocation, je n'ai même pas daigné lui accorder un regard, me contentant de presser le pas. Mon temps est compté, descendez immédiatement avec moi. Jin Meting s'est dirigé vers moi avec docilité. Tu manques de politesse. Tu ne sais pas qu'il faut saluer le réalisateur Zhang avant de partir? À l'instant suivant, Zhang Beiwei repoussa Xinyu avec effroi, s'avança en tremblant vers Linmu, et s'inclina à 90 degrés. Vous, comment êtes-vous venu ici? Les filles ouvrirent lentement la bouche, les yeux emplis d'incrédulité. Le réalisateur Zhang pensait, quel tempérament, comment se fait-il qu'il soit devenu si humble devant ce petit patron? Linmu a jeté un regard froid, tu me connais? Vous avez vraiment la mémoire courte, monsieur. Sans votre aide à l'époque, je n'en serais jamais arrivé là. Sans son aide, le réalisateur Zhang ne serait pas là où il est. Qui est ce réalisateur Zhang? Un immense cinéaste célèbre à l'étranger. Mais cet homme en face, il a tout au plus 20 ans, non? Alors? Cet homme est-il un héritier surpuissant? Quelle chance inouïe dois-tu avoir pour connaître un tel personnage? Linmu fronça les sourcils, parle normalement. Zhang Beiwei baissa encore plus la tête, s'approcha de Linmu et murmura, j'ai déjà échangé quelques livres avec vous, je sais que votre apparence est changeante. Je me souviens toujours des pompons suspendus devant vous. Linmu a compris, ce réalisateur Zhang avait déjà fait des affaires à la boutique d'antiquité Ulingao. Il fouilla dans sa mémoire et retrouva enfin la trace de la transaction avec Zhang Beiwei. Zhang Beiwei avait traité avec l'ancien propriétaire, et l'objet échangé était si étrange qu'il m'avait marqué. Après avoir confirmé son identité, Zhang Beiwei fut encore plus terrifié, je ne savais pas que mademoiselle Jin Meting était des vôtres. Veuillez me pardonner mon impudence. Linmu répondit négligemment, je n'ai pas ce temps à perdre. Linmu était d'un naturel froid, et la boutique ne proposait jamais de service après-vente, il n'y prêta plus attention. Et quitta la salle directement, laissant Zhang Beiwei sur place, n'osant plus faire le moindre mouvement. Avant de partir, Jin Meting jeta un regard compatissant à Xinyu, je n'ai pas révélé ce qui s'est passé ce jour-là. En voulant te laisser une dernière chance de sauver la face, mais tu as dû provoquer mon patron, pourquoi t'infliger cela? Zhang Beiwei comprit la situation et repoussa immédiatement Xinyu, comme s'il fuyait la peste. Le poisson est déjà cuit, le tournage est terminé, il n'y a pas de cérémonie d'ouverture ce soir, et tu n'es plus dans l'équipe. Le regard de Xinyu devint terrifié, réalisateur, non, je vous en supplie, monsieur le réalisateur. Ne me tuez pas. Après avoir dit cela, Zhang Beiwei s'enfuit à la hâte. Comme s'il fuyait un fléau. Quelle est l'origine de cet homme? Le réalisateur Zhang Beiwei a même renvoyé Xinyu directement pour cela. Les vrais puissants de ce monde sont-ils comme cet homme? Tout le monde commença à chuchoter, débattant soit de l'identité de Linmu, soit des commérages sur Xinyu. Le délégué de classe, Li Mingyu, était le plus calme de tous. En tant qu'observateur aux soutiens profonds admis sur exception, il a vu dans les yeux de Zhang Beiwei une terreur profonde, et comprit que ce jeune homme n'était absolument pas un fils de riche ordinaire. Il est, en lui-même, l'incarnation de la peur et de la noblesse. Li Mingyu imprima secrètement l'image de Linmu. En bas, Jin Meting vit la vieille voiture antique, et sa petite bouche s'ouvrit visiblement. Une Maybach rétro? Elle ne l'avait vue que dans de courtes vidéos, ce genre de vieille voiture. Généralement un trésor antique collectionné par les riches, c'était la première fois qu'elle en voyait une. Conduite sur la route. Mais en pensant à l'identité de l'homme devant elle, tout semblait tout à fait normal. Jin Meting voulut ouvrir la portière passager, mais entendit Linmu, depuis le siège conducteur, dire en désignant la place. Va t'asseoir derrière. Le patron n'aime-t-il pas qu'elle s'assoie devant? Bien que beaucoup d'hommes aiment avoir une belle femme sur le siège passager, le patron devant elle n'était visiblement pas un homme ordinaire, et elle n'était pas une beauté suffisante pour le séduire. Très bien. Jin Meting répondit et s'apprêta à ouvrir la porte arrière. Linmu fixa alors son regard sur elle, je ne parlais pas à toi, pas à moi. Alors à qui parlait-il? Jin Meting regarda le siège arrière, pensive, ayant l'impression que quelqu'un y était assis. Elle ouvrit précipitamment la porte et s'installa sur le siège passager. La voiture démarra, rapidement, curieusement, tous les feux étaient au vert. La voiture roula si longtemps sans jamais avoir à freiner, les feux de signalisation semblaient ouvrir la voie à ce véhicule, ou peut-être n'osait-il simplement pas entraver sa route. Après un long trajet, Jin Meting prit son courage à deux mains et demanda, « Patron, le guide Zeng a-t-il aussi conclu un marché avec vous ?» Je jetai un coup d'œil à Jin Meting. Un léger sourire se dessina sur mes lèvres, « Très bien, homme. Quoi, tu n'as pas peur de moi?
Très bien, sinon beaucoup de tâches à l'avenir. Serait très pénible. Jean Meeting baissa les yeux sur ses cuisses blanches. Ce n'est pas qu'elle n'avait pas peur, c'est juste qu'elle était trop insensible. Avec une telle insensibilité. Le fait qu'il lui ait fallu si longtemps pour oser parler à l'un lui prouve à quel point ce patron est terrifiant. Zhang Beiwei a échangé quelque chose à l'antiquaire Lin Hao il y a 20 ans. Il est devenu célèbre soudainement il y a 20 ans. Est-ce parce qu'il a échangé quelque chose avec vous? J'acquiesçai, on peut dire ça. Jean Meeting fut soudainement intéressé, de quoi s'agissait-il? Je gardai un sourire aux lèvres. Et dit négligemment, il a troqué sa fertilité contre quelques vieux livres miteux. Selon les registres des transactions, Zhang Beiwei est entré dans l'antiquaire Lin Hao il y a 20 ans. Zhang Beiwei voulait de bonnes histoires pour ses films, mais étant lâche et craignant la mort, il ne voulait pas échanger sa force spirituelle. L'ancien propriétaire n'a eu d'autre choix que de lui donner quelques romans qu'il avait écrits au cours de longues années. À l'époque, la femme de Zhang Beiwei était déjà enceinte, alors échanger sa fertilité semblait être une bonne affaire pour lui. Dans ce monde, beaucoup de personnes désirant des enfants, hommes ou femmes, seraient probablement prêtes à échanger leur espérance de vie contre la fertilité. La force spirituelle peut échanger bien plus que de l'argent, des postes, la fertilité, la santé ou la bonté. Même la malveillance peut être échangée à l'antiquaire Lin Hao, mais pas avec de simples antiquités. Bien sûr, la malveillance ne vaut rien, et le responsable ne négociera pas ce genre de choses inutiles. L'expression sur le visage de Jean Meeting était stupéfaite, elle n'aurait jamais imaginé que Zhang Beiwei était devenu célèbre grâce à un marché. Je lui jetai un regard, comme si je lisais dans ses pensées, des gens comme lui sont rares. Parce que ceux qui trouvent l'antiquaire Lin Hao sont trop peu nombreux, ceux qui viennent ici sont des personnes au plus bas, mais dotées d'une grande chance. Jean Meeting assimila l'information et demanda, que devons-nous faire ce soir? Récupérer un objet interdit. 10 heures du soir, mon culin à Nanay, une flopée de voitures de sport coûteuses foncent sur la route de montagne. Le vrombissement des moteurs et les cris des compagnes excitaient ces jeunes riches, qui appuyaient frénétiquement sur l'accélérateur, poussant des cris étranges. Pas mal, à ce niveau, vous pourriez participer à des courses. Vous ne savez pas, notre chef Zhao est de bonne humeur aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ma sœur est sur le point de mourir. Le système audio de la voiture se tue. Sa sœur biologique est morte. N'est-ce pas une bonne chose? L'héritage me reviendra entièrement. Mes parents ont perdu la tête, confiant l'entreprise à une femme. Elle a juste étudié quelques années de plus que moi, non? Chef Zhao. Félicitations pour la mort de votre sœur, mais je dois vous dire qu'une voiture étrange est en train de nous rattraper. Vraiment? Il y a ce genre d'expert à Nanay? Quelle voiture conduit-il? On dirait une Maybach, mais... Chef Zhao, regardez vous-même. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une super voiture? Peut-elle être mieux que la mienne? Elle nous a déjà dépassés, elle a doublé votre voiture. Le jeune homme aux cheveux rouges jeta un coup d'œil rapide au rétroviseur et resta bouche bée, c'était une Maybach W3. Si on n'est pas un passionné, il est rare de reconnaître ou même d'avoir entendu parler de cette voiture. Car ce machin a un nom classique, une voiture ancienne rétro. Comment une antiquité dont la production a cessé avant la Seconde Guerre mondiale peut-elle être ici, toute rouillée? La peinture délavée, apparaître au milieu de la nuit, est-ce un fantôme? Le jeune homme comprit rapidement, ce devait être un riche excentrique ayant utilisé la carrosserie d'une vieille voiture pour modifier une voiture aux performances puissantes. Je dois admettre que tu es riche. Pouvoir obtenir cette antiquité et la modifier ainsi, mais ce genre de voiture. Veux défier de vraies voitures de sport? Tu plaisantes? Tu me défies? Attends ta prochaine vie. La vieille voiture rétro finit par rattraper le jeune homme. Le jeune homme, mécontent, fixa la vieille voiture, mais en regardant. Ses yeux s'écarquillèrent instantanément et il perdit le contrôle, percutant la rambarde. Mais il eut de la chance. Il n'était pas mort, sortant la tête ensanglantée de la voiture renversée. Le jeune homme regarda les feux arrière vacillants de la voiture, les yeux emplis de terreur. Ses jambes tremblant sans arrêt. Il avait vu une scène qu'il n'oublierait jamais, toute la voiture semblait scindée en deux mondes. Au volant, un homme conduisait, et sur le siège passager, une belle femme. Tout semble normal, mais ce qui est terrifiant, c'est qu'à l'arrière se trouvent des étrangers vêtus de costumes de la Renaissance. Il lui adresse un sourire mystérieux. À l'avenir, ton travail, en plus de m'aider à récupérer les objets interdits, sera de repérer les acheteurs potentiels. Jean Meeting observe le jeune homme aux cheveux roux, terrifié, affalé sur la route. Des acheteurs potentiels? Lui? Récupérer des objets interdits. J'ai déjà compris, monsieur Lee m'a tout expliqué clairement en chemin. Mais comment dois-je trouver ces acheteurs potentiels? Pas lui. Mais sa sœur. Elle est dans une situation désespérée et possède un statut social non négligeable. Ça me plaît. La ville de Nanay est immense, aller de la banlieue sud à la banlieue nord. C'est traverser toute une cité. Normalement, pour des bus de passagers empruntant l'autoroute. Il faudrait 2h30, mais Limu, au volant de sa voiture fantôme, n'a mis qu'une vingtaine de minutes. Ce n'est pas la limite de la voiture fantôme, car tout objet interdit ne doit pas être surexploité. Sous peine de voir ressurgir la férocité originelle de l'objet. Malgré cela, Limu, capable d'utiliser divers objets interdits, est assez puissant pour errer librement parmi les hommes. Bien sûr. À condition que la malédiction qui le frappe soit levée.
La voiture fantôme s'arrêta devant une cour intérieure dans la banlieue nord. On dirait un lieu construit par un riche propriétaire pour couler ses vieux jours. Dans un rayon de 10 km, c'est le calme plat. Il n'y a pas âme qui vive. À perte de vue, tout n'est que verdure. Le paysage est certes plaisant, mais en pleine nuit, cette cour aux portes grandes ouvertes semble vide. Des billets de banque funéraires blancs sont éparpillés au milieu de la cour. En portant le regard plus loin, on peut apercevoir un cercueil disposé dans la pièce principale. Un jeune homme vêtu de chanvre et en deuil est assis près du cercueil. Le regard mélancolique. Pas de parents pour les condoléances, pas d'amis pour veiller. Il est seul, une silhouette fragile. Il s'appelle Yang Xiao, fils unique de Yang Yaozu. Les ancêtres de Yang Yaozu venaient de Nan'ai, mais lui-même avait fait fortune à Liansheng. C'était un personnage influent à Liansheng. Un parrain de la pègre, surnommé « Oncle Fantôme » par les autorités comme par les criminels. Ce surnom ne vient pas de sa cruauté diabolique, mais du fait qu'il était étrangement insaisissable. À l'époque, il n'était qu'un petit larbin sous les ordres d'un chef de gang, sans intelligence particulière, sans prouesses physiques impressionnantes, et sans relation. Pourtant, cet homme-là a réussi à devenir le patron de la fraternité du Dragon Blanc, car chaque fois qu'il était en danger de mort ou dans un moment de calme, ses ennemis mouraient de façon mystérieuse. Certains renversés par des voitures, d'autres tombant par accident d'un immeuble, ou victimes d'un arrêt cardiaque soudain. Voire certains se noyant dans leur propre bain. Les autorités avaient soupçonné son implication dans ces meurtres. Mais après de longues enquêtes, il avait toujours un alibi en béton. C'est ainsi que la réputation de l'oncle fantôme s'est construite. Certains disaient qu'il pratiquait la sorcellerie, d'autres qu'il jetait des sorts. Quoi qu'il en soit, mieux valait ne pas se mettre cet homme à dos. Il y a une semaine, l'oncle fantôme est mort dans son sommeil. Ses rivaux ont aussitôt dévoré les affaires de la fraternité. Ses ennemis se sont acharnés sur lui, et même ses amis l'ont fui, tandis que ses proches n'ont pas daigné venir présenter leurs condoléances. En une semaine seulement, Yang Xiao a vu le vrai visage des hommes. Avec ses dernières économies, il a loué une camionnette pour ramener le cercueil de son père dans la demeure ancestrale de Nan'ai. Ses yeux sont injectés de sang. Il est seul, serrant le portrait du défunt, perdu dans ses pensées sous la brise d'automne. Soudain, les phares d'une voiture apparaissent à l'entrée. Yang Xiao lève les yeux, une lueur réapparaît dans son regard terne. Ce n'est pas un véhicule de passage, il vient spécifiquement ici. Yang Xiao a déjà dispersé toute sa fortune pour satisfaire l'appétit de ses ennemis et concurrents, donc ce ne sont pas des ennemis venus chercher querelle. Ce sont donc des visiteurs venus pour les condoléances. Peu à peu, il distingue les arrivants, un homme et une femme. L'homme porte une longue robe à larges manches, couleur encrée brodée de dragon, qui semble dater un peu, mais d'une valeur inestimable. Digne d'une pièce de collection. La femme est très belle, vêtue d'un manteau noir. Derrière l'homme, tenant un parapluie noir, Jin Meting suit Limu. Observant discrètement les alentours, elle veut voir comment cet être mystérieux récupère les objets interdits perdus. Va-t-il aller droit au but, ou faire étalage de ses pouvoirs surnaturels pour contraindre l'autre à les rendre? Limu s'arrête devant la salle funéraire, levant les yeux vers ce jeune homme au visage épuisé, portant le sang de la 7e génération. Puis jette un coup d'œil aux 3 bâtonnets d'encens sur l'autel. Yang Xiao sort de la salle, un sourire lasse aux lèvres. « Chers visiteurs, êtes-vous des amis de mon père ?» Yang Xiao n'est pas beau. 3 cicatrices barrent son visage émacié, et sa voix est aiguë, comme celle d'un clown de cirque. Qu'il force délibérément pour attirer l'attention. Limu répond. « En quelque sorte. Alors, d'où venez-vous ?»« De Nan'ai. » Yang Xiao hésita un instant, puis comprit immédiatement. « Est-ce qu'il vous a emprunté quelque chose avant sa mort ?»« Oui, mon père avait quelque chose pour vous, je vous en prie, patientez un instant. » Yang Xiao se précipita à l'intérieur, saisit une boîte en bois noir et la remit respectueusement à Limu. Limu hocha légèrement la tête, puis ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une petite poupée faite de paille. Numéro mai 2020, poupée vaudou, cet objet tabou. Si on lui donne le sang de l'utilisateur, elle sèmera la mort selon ses instructions. Mon père a dit que si je vous rencontrais, je devais absolument vous transmettre ce message. Il a vécu une vie très élégante. Limu se figea. Ces mots n'étaient pas destinés à lui, mais à la précédente propriétaire. La précédente propriétaire, qui ne pouvait plus supporter la pression et la malédiction de la boutique d'antiquité de Limu. À quoi pensait-elle? Échanger sa moralité contre une poupée vaudou. À quoi sert la moralité? Rien ne vaut la puissance de l'âme. Il n'est pas étonnant qu'elle ait flanché sous la pression. Avec sa méthode de transaction, chaque mois, pour les sculptures interdites au sous-sol. Il est difficile de fournir assez d'énergie spirituelle. Puis-je vous demander de traiter avec moi? Ton père ne respecte pas les règles. Pourquoi ce frisson qui me parcourt le dos? Serait-ce la légendaire intention meurtrière? Ce patron est si effrayant, si dangereux. Mais si fascinant. Jin Meting contracta imperceptiblement ses cuisses et jeta un regard furtif à Limu. Elle se demanda si elle avait un penchant étrange, quelque chose qui n'avait pas encore été révélé. Non, c'est simplement qu'elle n'avait jamais rencontré un tel homme. Peut-on l'appeler un maître? Selon les règles de la transaction, l'acheteur ne doit révéler le contenu du marché à personne. Or, il est clair que Yang Yaozu a parlé de la transaction à son fils. Ne craint-il pas que je tue son fils, mettant fin à la lignée des Yang? Limu se souvint soudain.
Yang Yaozu n'a plus de moralité, un tel homme se soucie-t-il encore de la vie ou de la mort de son fils? Vraiment élégant. Que veux-tu? Je veux posséder un pouvoir mystérieux. Je veux être aussi élégant que mon père. Ces derniers temps, j'ai vu la froideur du monde. Mes frères m'ont trahi, ma petite amie m'a quitté. J'admire mon père. Bien qu'il ait été un méchant pur et dur, tout le monde l'a craint toute sa vie. Il a été élégant toute sa vie. Je peux te donner cette chance. Va discuter avec mon assistante. Limu a besoin d'opportunités pour récupérer des objets tabous et en stocker de nouveaux. S'il avait un vaurien comme Yang Yao, il aurait un assistant efficace. De plus, Yang Yao possède lui-même un certain réseau social. Même si sa famille est en déclin, s'il parvient à revenir au sommet de son père, alors rien ne sera plus pareil, en temps normal. C'est impossible, mais avec des objets aussi terrifiants que ces objets tabous. Il suffit d'avoir un cerveau pour décoller. Bien sûr, il faut avoir un cerveau. Après avoir dit cela, Limu se détourna et partit. Actuellement, je vivrai certainement plus élégamment que vous, plus cruellement, plus maléfiquement. Ceci sera ta chambre désormais. Il n'y a pas de réseau dans la boutique d'antiquité. Demain, tu pourras sortir. Pour contacter le jeune maître Yang. Ah, c'est une décoration chinoise si luxueuse. On dirait le boudoir d'une jeune fille de grande famille de l'Antiquité. C'est trop beau. Aussi, sais-tu cuisiner? Oui. J'ai toujours cuisiné moi-même. Il y a des ingrédients dans le garde-manger, s'il n'y en a plus, va en acheter. Patron, où dois-je mettre ceci? Va en bas. Dispose les objets selon le numéro inscrit. Le numéro de fin de la poupée vaudou est 15, alors mets-la sur l'étagère numéro 5. Quand tu passes devant l'étagère numéro 5, ignore tous les sons que tu pourrais entendre. Compris. Ce qui est disposé sur l'étagère numéro 5 a un lien avec les esprits, ce qui signifie que tout ce qui se trouve sur l'étagère numéro 5, bien qu'ayant subi la mort physique, possède toujours une âme. Pour les détails, regarde le manuel que j'ai laissé dans ta chambre, il contient des informations sur l'introduction des numéros des objets tabous. Des esprits? Un peu effrayant. Mais bon, étant déjà devenu la succube exclusive du maître, qu'y a-t-il à craindre? Alors patron, y a-t-il des endroits ici où je ne peux pas aller? N'allez surtout pas au sous-sol, il s'y trouve une sculpture interdite. Cette sculpture interdite est différente de tous les autres objets interdits. Une fois les autres objets confinés, le propriétaire peut les utiliser à sa guise, mais cette sculpture, elle, exige que le propriétaire lui fournisse de l'énergie spirituelle. Si l'on compte bien, demain sera le jour où il faudra fournir cette énergie spirituelle à la sculpture. Reste éloigné du sous-sol ces derniers temps. Limu avait depuis longtemps envie de rencontrer cette chose. Mais la porte du sous-sol ne peut s'ouvrir que le premier jour de chaque mois lunaire. Une fois le petit déjeuner préparé, va trouver la sœur du jeune homme aux cheveux roux de ce soir, j'ai besoin qu'elle vienne à la boutique pour conclure une transaction avec moi. De plus, une fois les funérailles de Yang Yaozu terminées, tu pourras faire venir Yang Xiao. Très bien patron, j'ai compris. La récolte d'aujourd'hui est fructueuse. 2 membres potentiels pour la Société des Interdits ont été identifiés et un objet interdit a été récupéré. Cependant, Yang Yaozu étant mort récemment, son objet interdit vient tout juste d'entrer en phase rituelle. Ce qui signifie qu'il me reste encore 11 objets interdits rituels à récupérer, selon l'ancien propriétaire Li Qingliang. Au-delà de 13 objets rituels, la malédiction s'intensifie. Limu ressentit une pointe d'anxiété. Personne ne peut garantir quand ces acheteurs mourront. Si 2 personnes venaient à mourir en même temps, la malédiction qui pèse sur moi s'alourdirait, et il deviendrait sans doute difficile ne serait-ce que de sortir de la boutique d'antiquité numéro 0. Limu repensa à cette sculpture interdite au sous-sol. Demain, c'est le jour où je dois lui fournir de l'énergie spirituelle. Heureusement, dans le vase aux âmes du vent, il reste encore assez d'énergie pour tenir 2 mois et demi. Ce qui signifie que je dois obtenir de l'énergie spirituelle pour le mois prochain dans un délai de 2 mois. Qui aurait cru que même en étant immortel, je subirais une telle pression sur mes résultats? Un matin, le petit déjeuner était déjà servi sur la table. Jin Meting est partie en mission, si elle est à la hauteur, elle ramènera la sœur du jeune homme roux ce soir. Le 2e membre de la Société des Interdits verra alors le jour. Limu a l'habitude de prendre son petit déjeuner. Mais aujourd'hui, elle rompt avec la routine. C'est le premier jour du mois, le jour de fournir l'énergie spirituelle à la sculpture du sous-sol. Limu a hâte de faire connaissance avec cette statue. Elle saisit le vase aux âmes du vent sur l'étagère et descend les marches menant au sous-sol. La porte en bois noir, ancienne et simple, est ouverte. Limu jette un regard. À l'intérieur, sombre comme un abîme, et franchit le seuil. À l'instant où elle pénètre dans le sous-sol, les 365 chandeliers en bronze disposés un peu partout s'embrassent soudain d'une flamme verdâtre. Limu observe l'environnement avec surprise, les flammes vertes ne dégagent aucune chaleur, voire une certaine fraîcheur. Limu sait que la sculpture interdite se trouve parmi les statues de pierre, elle s'approche et ouvre le vase aux âmes du vent. La statue se fissure, révélant un squelette de jade blanc à l'intérieur, vêtu d'une longue robe noire en lambeaux. Il tient une petite boîte noire sur ses genoux, assis sur un trône en or. Voyant Limu arriver, le squelette de jade blanc lève lentement la tête, une pression terrifiante s'abat sur elle. Si un individu ordinaire était présent, même avec une forte résilience mentale, il ne pourrait s'empêcher de s'agenouiller pour se prosterner, celui à la volonté fragile risquerait probablement de mourir de peur sur place.
L'ancien propriétaire disait que la chose la plus terrifiante de la boutique était cette sculpture interdite, et qu'il fallait se prosterner 9 fois en entrant au sous-sol. L'un trouve cela absurde, elle ne s'agenouillera devant personne, même s'il s'agit d'une divinité vivante. Calme-toi. Au pire, ma malédiction s'alourdira. Et toi, statue, tu ne recevras plus jamais la moindre énergie spirituelle. Le squelette de jade blanc fixe intensément le vase dans la main de l'Inmu. Puis baisse la tête, capitulant. L'Inmu ouvre le vase aux âmes du vent, et l'énergie spirituelle se manifeste. Des flux d'air laiteux s'échappent du vase, et la sculpture semble commencer à respirer. Cette énergie spirituelle s'engouffre dans les narines et la bouche du squelette. Numéro 0-01. L'empereur. Le numéro 0 indique que cet objet interdit est lié à une divinité. S'agirait-il réellement des restes d'une divinité? Il semble que les dieux soient bien différents de ceux des légendes. Je n'avais jamais entendu parler d'une divinité nommée l'empereur. Après une dizaine de minutes, le squelette de jade blanc absorbe mécaniquement toute l'énergie et baisse à nouveau la tête. L'Inmu observe le squelette un long moment, puis quitte le sous-sol avec le vase. Monsieur Chia, vous feriez mieux de signer le contrat. Votre corps est déjà en ruine, qu'espérez-vous encore? Transférez le groupe au jeune maître Chia. C'est votre meilleure option actuelle. Chia Lixing est rongé par les regrets, il voulait bâtir une marque de rêve mondiale qu'aucun habitant de la Terre ne puisse ignorer. S'il confie le groupe à ce frère cadet qui ne sait que boire, manger et s'amuser, ce rêve mondial, transmis par sa famille depuis 200 ans, ne serait pas loin de sa perte. Chia Li souhaitait confier World Dream à quelqu'un d'autre, par exemple à un cadre compétent et charismatique de l'entreprise. La tradition du sang importe peu, ce qui prime avant tout, c'est la pérennité de la marque World Dream. Hélas, elle n'a plus les moyens de faire passer le message, son téléphone lui ayant été confondu il y a quelques jours. Ces derniers temps, Chia Li est la seule personne à occuper cet étage. Il n'y a même pas de personnel infirmier ou de médecin qui viennent, ce qui signifie qu'elle est en état d'arrestation domiciliaire. Madame Chia, c'est aussi la volonté des actionnaires. Attendez que je signe le contrat. Le groupe World Dream est entre les mains de ton frère cadet, Chia Qiming, ce n'est qu'un enfant capricieux. Il risque d'être dévoré tout cru par les actionnaires. Je souhaite seulement que mon frère puisse vivre heureux en tant qu'héritier fortuné, sans se salir les mains dans ses eaux troubles. Madame Chia, ne refusez pas la douceur pour préférer la force. Le jeune maître Chia a dit que si vous signez docilement le contrat, il vous laisserait attendre la mort ici en toute tranquillité. Si vous refusez de signer, ne reprochez pas au jeune maître Chia d'user de méthodes coercitives à votre égard. N'oubliez pas que l'hôpital Oasis appartient au jeune maître Chia. Il lui est très facile de faire en sorte que vous ne puissiez ni vivre ni mourir. Les yeux de Chia Li s'écarquillèrent. Elle regarda l'avocat avec incrédulité, elle pensait jusqu'ici que ce n'était qu'une manœuvre des actionnaires. Il contrôlait cet hôpital, mais elle s'était méprise, ce coup de poignard dans le dos venait des actionnaires. Elle ressentait une humiliation profonde, mais la colère née de la trahison de son frère lui monta droit au cerveau. Pourtant, après le départ de notre mère, je l'ai choyée avec tant d'attention. Quel châtiment cruel et impitoyable. L'avocat sentit que son intimidation avait porté ses fruits et jeta un regard méprisant sur Chia Li. Une telle puissante, jadis perchée sur les sommets. Aujourd'hui piétinée sous ses pieds, il ressentait un plaisir indescriptible. Madame Chia, réfléchissez-y. Je reviendrai vous voir ce soir. S'il existait une divinité capable de venir me sauver, ce serait merveilleux. Elle qui n'avait jamais cru aux dieux, combien de fois avait-elle espéré intérieurement qu'une divinité vienne à son secours? Soudain, la porte s'ouvrit sur une infirmière dont chaque fibre respirait la séduction. Mademoiselle Chia, bonjour. Pourquoi est-elle si calme en me voyant? Les autres infirmières et médecins étaient toujours obséquieux et soumis en sa présence. Non, attendez, depuis quelques jours déjà, aucun membre du personnel ne s'était aventuré dans cette chambre. Vous ne faites pas partie de cet hôpital? En effet, Mademoiselle Chia, le niveau de sécurité ici est très élevé. Comment cette femme déguisée en infirmière a-t-elle pu entrer, à un moment aussi critique de sa maladie? Une femme étrange et inconnue s'est introduite dans sa chambre, serait-ce une tueuse professionnelle? Enfin, quelqu'un a-t-il perdu patience? Je viens de la guilde des interdits, je connais votre situation. Sclérose latérale amyotrophique et cardiopathie congénitale, vous pouvez mourir à tout moment. Que me voulez-vous? En un moment pareil, pourquoi un membre d'une organisation mystérieuse viendrait-il soudainement à sa rencontre? C'est peut-être la clé pour renverser la vapeur. Vous avez de la chance, mon maître vous a remarqué. 1. Cette femme d'une beauté renversante, probablement une tueuse de haut vol, n'est en réalité qu'une esclave. Quel genre d'organisation est donc cette guilde des interdits? Votre maître n'est peut-être pas très intelligent. Sinon, pourquoi m'aurait-il remarqué? Vous le voyez bien, je ne peux aller nulle part. Je ne sais même pas quand ma vie s'achèvera, je ne peux vous être d'aucune aide. Ces mots de Chia Li étaient une autodérision face à sa propre situation. Qui aurait cru que cette femme en uniforme d'infirmière se mettrait soudainement à glousser? C'est justement parce qu'elle a pitié de vous qu'elle vous a remarqué. Mon maître adore regarder les spectacles, surtout les histoires où les fourmis renaissent. Vous devriez remercier votre destin tragique, sans quoi vous n'auriez jamais entendu le nom de mon maître. Et vous n'auriez jamais contemplé son vrai visage. Que signifie renaître? Se pourrait-il qu'elle puisse me guérir? Et pourquoi ne jamais entendre le nom de son maître? Le simple fait d'entendre ce nom serait une grâce?
Son maître serait-il un milliardaire mondial, ou un haut responsable du gouvernement? Vous devriez vous sentir honoré de pouvoir jouer votre rôle devant mon maître. Rassemblez ces petites pensées insignifiantes et soyez reconnaissante envers votre maître d'avoir daigné vous jeter un coup d'œil. Chiali ne sait pas pourquoi, mais elle n'a pas senti que cette personne la rabaissait. Elle a l'intuition que tant qu'elle rencontrera ce maître, elle pourra échapper à son destin. Chiali fait confiance à son intuition, c'est grâce à ce flair aiguisé qu'elle a su faire grandir World Dream. Elle veut rencontrer ce maître. Même si mon intuition est fausse et que ce maître ne peut me guérir. Cela permettra au moins, World Dream, de ne pas disparaître entre mes mains, j'ai encore le temps de trouver un successeur adéquat. Comment puis-je rencontrer votre maître? Jin Meting poussa un soupir de soulagement, elle n'était à l'origine qu'une étudiante en fin de cursus. Face à un puissant comme Chiali, elle ressentait une réelle appréhension. Elle craignait de rater la première mission confiée par l'IMU. Le maître m'a donné beaucoup de tâches aujourd'hui, je n'ai pas de temps à perdre en bavardage. L'adresse de la boutique d'antiquité Lingao est écrite là-dessus. Vous n'aurez qu'une seule occasion de rencontrer mon maître ce soir, alors parlez. Jin Meting se leva et sortit de la chambre en se déhanchant. Chiali fixait intensément le dos de Jin Meting. Une fois parti, il s'empara rapidement du papier et mémorisa l'adresse. Moi, un invalide moribond. Comment vais-je quitter l'hôpital Oasis pour voir le maître? Il faut absolument que je le rencontre. Rêve mondial ne doit pas s'écrouler entre mes mains. L'esprit de Chiali s'activa, il rassembla toutes ses forces pour saisir son verre d'eau et le fracassa violemment contre le téléviseur. Environ 2 minutes et demie plus tard, 2 agents de sécurité se précipitèrent dans la chambre. Ils étaient formés professionnellement et très sensibles à ce genre de bruit. En voyant que Chiali allait bien, ils furent soulagés. Si Chiali s'était suicidé, ils auraient tous été punis. Appelez l'avocat Jao, dites-lui que j'accepte de signer le contrat, mais vous devez m'emmener quelque part. Pour récupérer l'héritage de mon père. Rassurez-vous, je serai de retour en moins d'1 heure. Il peut m'attendre dans la chambre. Les gardes échangèrent des regards perplexes. Celui qui était resté en arrière sortit et composa un numéro, allez, laissez-le partir, tant qu'il signe le contrat. Tout est négociable. Et si c'était un piège, s'il allait là-bas pour demander de l'aide à des connaissances, surveillez-le bien. S'il reste tranquille, ça ira. Mais s'il tente quoi que ce soit, ramenez-le ici de force. S'il dit quoi que ce soit d'inapproprié à ses interlocuteurs, ramenez-le aussi, ne ratez pas votre coup. Il existe vraiment des quartiers aussi délabrés à Nanais? C'est pire que la vieille ville, quelqu'un habite-t-il vraiment ici? Tu ne serais pas en train de nous mener en bateau? C'est impossible que quelqu'un vive ici. Tu ne connais pas la rue Anxian? Jamais entendu parler. Normal? Seuls les anciens de Nanais connaissent ce lieu. Tout ce que vous voyez ici est authentique. Hérité de l'époque de la République. Conservé depuis l'époque républicaine? Bien sûr, c'est la rue de l'époque républicaine la mieux préservée. En fait, cette histoire est liée au groupe Rêve Mondial. Il y a 80 ans, le patron de Rêve Mondial était Chiazé. À l'époque, le gouvernement du pays Chia devait de l'argent au groupe Rêve Mondial, alors l'État a attribué cette rue au groupe. En guise de remboursement. Si elle a été attribuée au groupe Rêve Mondial. Pourquoi n'a-t-elle pas été développée? Évidemment à cause du classement en patrimoine protégé, interdisant à Rêve Mondial de détruire les bâtiments. Donc la rue appartient nominalement au groupe Rêve Mondial. Mais en réalité, elle appartient toujours à l'État. Ah, ce Chiazé. C'était vraiment un pigeon. Le chef de la sécurité fut rassuré, il craignait que Chiali ne joue un double jeu. Mais il n'y avait plus lieu de s'inquiéter. Comment quelqu'un pourrait-il habiter ici? Et comment les gens de L, association économique, pourraient-ils le voir ici? Cette femme était-elle une menteuse? Avait-elle une dent contre Rêve Mondial? Je ne m'en vais pas. Il y a vraiment quelqu'un qui habite ici. Chiali regarda rapidement devant lui et, effectivement, non loin. Se dressait un petit bâtiment à 2 étages au style ancien, avec 2 lanternes rouges suspendues à l'entrée. Chiali scrutait le bâtiment. Sur la plaque à l'entrée, il était écrit « Boutique d'antiquité Lingao ». Nous sommes arrivés, faites descendre Chiazé. Le garde à côté de Chiali sortit rapidement. Sortit le fauteuil roulant du coffre et installa brutalement Chiali dedans. Les 2 autres gardes descendirent également de la voiture et se postèrent scrupuleusement aux côtés de Chiali. Je veux entrer seul. C'est impossible, nous devons vous surveiller en permanence. Chiali lutta intérieurement un instant. Il ne devrait vraiment pas emmener ces gens pour rencontrer le mystérieux maître, mais il n'avait aucun pouvoir de décision. Ni la capacité de se déplacer librement, il ne pouvait que se laisser faire. Très bien. La famille Chia possède un endroit aussi incroyable? Les objets dans cette pièce valent probablement des milliards. Les yeux de Chiali étaient remplis de stupeur. Il avait été l'un des héritiers les plus riches de Nanais, et était maintenant un magnate. Il avait l'œil. Chaque objet ici était une antiquité d'une grande valeur historique. Y compris les escaliers et les meubles. Un tel luxe était rare, même dans tout le pays Chia. Pourquoi une telle boutique d'antiquité se trouverait-elle dans la rue Anxian? Et pourquoi n'en ai-je jamais rien su? Les invités sont arrivés, veuillez vous asseoir. Les 3 gardes fixaient Jin Meting, les yeux presque exorbités. Ses poitrines, ses tailles fines, ses jambes. Ils sentirent une certaine partie de leur anatomie s'agiter, et se rassèrent précipitamment. Le maître descendra bientôt, réchauffe-toi en attendant. Qu'est-ce que tu racontes? La direction nous a dit de surveiller ceux qui approchent Chiali. Cette petite salope.
Soyons juste plus vigilants, je veux dire, on devrait dire à l'avocat Zhao que Xiali a dit ce qu'elle ne devait pas à cette petite salope, on va la choper directement. D'accord, on va s'occuper de cette petite salope. Ça vaut le coup même si on meurt, et ce soi-disant maître, on le ligote avec. De toute façon, cette nana, je l'aurai. Le visage de Xiali se crispa, elle ne put qu'adresser à Jin Meting un sourire embarrassé, presque implorant. Jin Meting lui rendit un sourire apaisant, puis regarda les 3 vigiles. Comme si elle regardait 3 cadavres. À cet instant, des pas assurés résonnèrent dans l'escalier. Un homme vêtu d'une longue robe en fût noire aux motifs argentés apparut sous les yeux de tous. Il dégageait une aura glaciale. Sans un mot, il alla s'asseoir à la place d'honneur, tandis que Jin Meting se tenait docilement derrière lui. Xiali s'efforça de se redresser. C'était une femme très fière, et face à quelqu'un de puissant. Elle aimait montrer sa confiance, mais son corps était si faible que rester assise lui demandait un effort épuisant. Le propriétaire de cette boutique est si frêle, on ne pourrait pas l'embarquer sans effort? Cette salope va passer un sale quart d'heure ce soir. Maître, voici votre thé. Maître, qu'est-ce que c'est que ce truc, ça ne brûle pas? Oh. Ling Mu ne prêta pas attention aux 3 vigiles et fixa Xiali de son regard profond. Ton état est pire que ce que j'imaginais. Xiali voulut dire quelque chose. Mais elle jeta un regard craintif aux vigiles à ses côtés. Ici, il n'y a pas de problème, n'aie pas peur. Pouvez-vous me guérir? Tous les riches sont-ils dénévrosés? Ta maladie, si le ciel lui-même ne descend pas, qui pourrait te sauver? Xiali ne faisait que demander, elle n'avait qu'une infime lueur d'espoir. Voyant l'homme impassible. Elle sourit maladroitement, alors, pouvez-vous sauver le groupe World Dream? Si Xiaqining hérite de World Dream, il sera manipulé par les antiquités et tout sera fini. Pouvez-vous m'aider à sortir de cette cage? Je réglerai mes affaires, et mon meilleur subordonné collaborera avec la société Jinji. Je peux te guérir. Ah, les riches sont vraiment des idiots. Xiali est une idiote. Et ce propriétaire de boutique d'antiquité est un idiot aussi. Le chef des vigiles fit un signe à ses hommes, observant Ling Mu avec amusement. Un spectacle aussi drôle, il fallait en profiter. Il pensait que puisque Xiali avait déjà parlé, le patron et cette fille ne pourraient pas s'échapper. Vous, qu'avez-vous dit? Ling Mu sortit un pendentif de sa poche. Une croix inversée. Référence 0 à 13, le sceau de Caïn. Pour punir le premier meurtrier, Dieu a gravé un signe sur son front, le condamnant à l'immortalité. Au début, le meurtrier ne l'a pas vu comme une malédiction, mais comme un don. Il a bâti des empires commerciaux, fut comte, a atteint tous ses objectifs. Joué de toutes les richesses humaines, avant de ressentir la solitude et de comprendre que l'immortalité est la pire des malédictions. Alors, la mort devint son nouvel objectif. Il finit par trouver comment briser le sort. Il imprima le sceau de son front sur une plaque d'argent, créant cette croix inversée, ce qui lui permit de se libérer. Cette croix d'argent inversée porte le nom de ce meurtrier, le sceau de Caïn. Au XVe siècle, le duc Dracula a trouvé le sceau de Caïn et a créé la race des vampires. Bien sûr, les vampires ont disparu, mais avec le sceau de Caïn, tu peux aussi obtenir l'immortalité. Tu essaies d'embobiner un enfant? Avec ton air sérieux, tu n'es qu'un escroc qui vend des fausses antiquités. Raconte une histoire un peu plus crédible, c'est absurde. Tu voulais tellement signer ce contrat pour le voir. Et maintenant que tu réalises que c'est un escroc, tu ne regrettes pas. Espèce d'idiote? Xiali fixa Ling Mu, sa première réaction fut l'incrédulité. Mais sa raison lui dictait autre chose. L'homme possède une immense boutique et une esclave d'une beauté surnaturelle, il n'aurait pas perdu son temps à se moquer d'une malade. Suis-je entré dans un monde surnaturel? Comment puis-je l'obtenir? Ah, elle y croit. Elle croit vraiment à ces conneries. Quel prix es-tu prête à payer pour ce remède au sang maléfique? Je suis prête à tout. Peu importe, tant que je peux survivre. Donne ton âme en gage ici. Prête-moi allégeance, et je t'accorderai l'immortalité. J'accepte. Elle t'appartient. Désormais, tu es membre de la société Jinji. Sous ma protection, même la mort elle-même ne saurait t'entraîner dans les abysses. La seconde suivante, une vision apparut, étouffant instantanément le rire du capitaine An. Ses yeux, d'abord stupéfaits, se perdirent dans une confusion totale, avant de sombrer dans une terreur absolue. Xiali se redressa, se tenant debout, chose impossible quelques instants plus tôt. Sa peau se fit livide, tandis que son corps émacié reprenait des formes sous l'effet d'une puissance mystique. Son regard, autrefois moribond, se mua instantanément en une aura glaciale et profondément agressive. Cette émanation constante émanait de Xiali, la femme d'affaires tourmentée était bel et bien revenue du seuil de l'enfer. Xiali, incrédule, percevait chaque changement dans son organisme, elle qui avait toujours été fragile, n'avait jamais ressenti une telle vigueur physique. À sa volonté, son corps se métamorphosa à nouveau. Ses pupilles passèrent du noir au rouge, semblables à deux lunes sanglantes, tandis que dans son dos, une paire d'ailes de chauve-souris déchira ses vêtements pour s'exposer à l'air libre. Bordel! C'est quoi ce délire? Les 3 agents de sécurité s'écroulèrent, tremblants, fixant Xiali avec horreur. Un vampire? Elle était réellement devenue un vampire. Comment te sens-tu? Demanda Ling Mu avec un sourire. Les 3 gardes tournèrent leur regard vers Ling Mu. Ce patron terrifiant. Qu'était-il au juste, pour transformer Xiali en vampire? Le vampire est effrayant. Mais l'homme mystérieux derrière cette transformation est encore plus redoutable. Xiali fronça les sourcils.
Elle se sentait affamée, d'une faim délirante, bien plus atroce que la souffrance précédente. Une sensation aussi brutale qu'un supplice. Ling Mu jeta un coup d'œil aux 3 hommes, tu peux te nourrir. Ling Mu aimait le calme, pourquoi laisser ces 3 agents faire un tel vacarme? C'est parce qu'elle savait qu'un vampire a besoin de sang pour subsister. Chiali, impatiente, tendit les mains vers les 3 gardes, non. Patronne Chia, je vous demande pardon. Épargnez-moi. Tout est de la faute de l'avocat Zhao. Le capitaine de la sécurité rampa jusqu'à Ling Mu, agrippant son pantalon en implorant, sauvez-moi, sauvez-moi. Je serai votre chien à partir de maintenant. Ling Mu recula d'un pas, fronçant les sourcils avec dégoût. Non pas pour la profession de garde, mais pour la bassesse humaine. Les mains de Chiali se muèrent en griffes. La seconde suivante, les gardes se retrouvèrent paralysés, le visage marqué par la souffrance. Ling Mu contemplait la scène. Le festin d'un vampire n'est pas un spectacle offert à tous. Et seule elle pouvait apprécier une telle sauvagerie surnaturelle. Une force sanguine cramoisie s'extrayait du corps des gardes, se transformant en une énergie pure qui, par les mains de Chiali, se diffusait dans chaque partie de son être. Ainsi, le vampire ne se contente pas de mordre la carotide pour boire le sang, il possède une méthode bien plus élégante, extrayant l'essence vitale de sa proie pour la convertir en force sanguine. Une esthétique étrange et sanglante. En moins de 2 minutes, 2 des gardes n'étaient plus que des momies. Le capitaine survivant, pâle et amaigri par la perte d'énergie, n'était pas encore mort. Chiali, venant de s'éveiller, n'avait pas encore atteint un niveau supérieur. Son appétit était donc limité. Le capitaine s'enfuit en titubant vers la sortie. Ling Mu jeta un regard sur sa silhouette précipitée, occultant. Chiali n'avait pas encore digéré la force sanguine, mais entendant l'ordre, elle s'apprêta à le poursuivre. C'est alors qu'un manteau fut déposé sur les épaules de Chiali. Elle se retourna. C'était Jin Meting qui venait de lui prêter son vêtement. En devenant vampire, ses ailes de chauve-souris avaient déchiré sa blouse d'hôpital, la laissant indécemment exposée. Avant même que Chiali ne puisse remercier, elle se figea, fixant Jin Meting. À cet instant, le corps de Jin Meting commençait lui aussi à changer. Elle portait un débardeur et un jean taille basse, dévoilant la blancheur de ses formes. Une silhouette qui se transforme, et soudain, une queue épineuse jaillit du jean, 2 cornes de chèvre percèrent son cuir chevelu, et ses pupilles prirent la forme d'étoiles. Chiali resta bouche bée. Jin Meting était également une démone. Si elle portait un jean taille basse, ce n'était pas par coquetterie, mais par pure nécessité de transformation. Qu'est-ce que cela signifie? Ce n'était pas pour faire étalage de sensualité, mais pour faciliter la métamorphose, ou du moins, c'est ce qu'elle prétendait. Une succube? C'est logique, vu le caractère mystérieux de ce propriétaire. Avoir une servante succube n'a rien d'étonnant dans une boutique d'antiquité aussi étrange. Un propriétaire occulte, une servante succube envoûtante, ils sont vraiment au-dessus des contingences mondaines. Chiali surmonta sa stupeur et fixa Jin Meting intensément. Elle en prit de la graine. À l'avenir, je pourrais aussi porter des vêtements à taille haute, comme des bustiers, pour éviter de me retrouver en piteux état avec des habits en lambeaux lors de ma transformation en vampire. Jin Meting, dont la silhouette venait de disparaître, réapparut à l'entrée. Le chef de la sécurité regarda Jin Meting, la terreur se lisant dans ses yeux. Cette même femme, qu'il avait l'intention de torturer sauvagement il y a un instant, était en réalité un démon. Jin Meting, une main sur la hanche, faisait onduler sa queue avec désinvolture, aussi belle que séduisante. Cette allure incendiaire ne provoqua chez le chef de la sécurité aucune excitation physique, mais seulement de l'effroi. Elle posa un regard glacé sur lui, tandis que des flammes roses vives jaillissaient du bout de ses doigts, ses lèvres rouges se courbant en un sourire sardonique. « Petit, tu ne m'aimais pas tout à l'heure? Ton regard trahissait pourtant bien de l'ardeur. » La pomme d'Adam du chef de la sécurité tressaillit longuement avant que ses lèvres ne se mettent à trembler. « Non, ne fais pas ça, pardon ?» À peine eut-il fini sa phrase que les flammes roses vives s'abattirent sur lui. Il observa ses propres flammes avec terreur, hurlant à la mort. Ce n'est qu'après un moment qu'il remarqua que les flammes ne dégageaient aucune chaleur. Pourtant, une combustion ne nécessite-t-elle pas un carburant? Que brûlait donc ce feu? Une voix d'une séduction extrême résonna dans son esprit, traîne ces 2 cadavres dehors. Le plus loin possible. La peur dans les yeux du chef de la sécurité s'estompa peu à peu, remplacée par une lascivité lubrique. Il se tourna en chancelant, le visage abruti, la gorge émettant des rires idiots. Il s'approcha des 2 corps, saisit leurs chevilles et commença à les traîner à l'extérieur. Bien qu'après avoir été vidé de son sang, son corps fut émacié et terriblement affaibli, il déploya une force prodigieuse, tirant les cadavres sans le moindre effort. L'un Mumu regarda le chef de la sécurité, emmener ses collègues loin de la boutique et se dirigea vers l'escalier. Pour le reste, laisse mon assistante s'en charger. Chiali suivit l'Inmu des yeux tandis qu'il montait, incapable de reprendre ses esprits. Elle était désormais une femme fatale de haut rang, une PDG, une vampire, accumuler ces 3 atouts ferait de n'importe qui l'élite absolue de ce monde. Pourtant, face à cet être, elle n'était qu'une fourmi, n'osant pas le moindre manque de respect. Elle s'inclina humblement. Une main délicate tapota l'épaule de Chiali, « Allons-y. Je te ramène, je conduis. » Chiali tourna la tête et rencontra le sourire doux de Jin Meting. Elle qui semblait si hautaine plus tôt dans la journée se montrait désormais attentionnée,
comme une amie de longue date. Est-ce parce que, je suis devenu un démon moi aussi, me voit-elle comme une égale? Chiali n'avait pas d'amis, seulement des partenaires d'affaires mus par l'intérêt, ou des ennemis. Soudainement, avoir une amie fit jaillir une source de chaleur inhabituelle dans son cœur. Chiali resserra son manteau, d'accord, merci. Elle regarda vers la porte, un éclat meurtrier traversant son visage froid. L'avocat Jao va bientôt venir à ma chambre d'hôpital pour signer le contrat. Boutique d'antiquité 0, deuxième étage. Il ne pleut pas aujourd'hui. Mais j'ai recruté le deuxième membre de mon association de gestion. Elle a hypothéqué son âme auprès de moi, offrant sa loyauté. C'est une excellente chose, Chiali, PDG du groupe Mondrêve, me sera d'une aide précieuse. Vu par un étranger, tout ceci n'est qu'une légende urbaine macabre, Binling est morte. Une riche héritière trahie, refusant d'accepter son sort, vend son âme à une entité. Pour obtenir des pouvoirs surnaturels. On pourrait parfaitement en faire un film, le concept est accrocheur. En réalité, c'est le lot quotidien de chaque acheteur de la boutique 0. Chapitre 15. Lingmu a passé le bois, un léger sentiment de soulagement sur le visage, l'adhésion du deuxième membre de la « Société interdite » prouve que le concept de la « Société interdite » est viable. Pour l'instant, c'est difficile car aucune puissance d'âme n'a été mise en réserve. Offerte aux sculptures interdites du sous-sol, une fois que la « Société interdite » se sera développée, Lingmu n'aura plus à se soucier de la malédiction. Lingmu regarde par la fenêtre, le coin de ses lèvres se recourbe légèrement. Les membres de la « Société interdite » sont des élites issues de tous les domaines. Et je suis le maître de ces personnes. Dès que j'aurai officiellement rompu ce lien, quand je pourrai marcher librement parmi les mortels. À qui appartiendra ce monde? Lingmu referme son journal et sort le carnet du responsable. Chaque jour, en plus de lire, il consulte ce carnet qui contient les expériences des générations précédentes de responsables. Il relate aussi les transactions concernant les objets interdits. Alors qu'il feuillette les pages, Lingmu remarque soudain quelque chose. Ses yeux se plissent, le carnet s'arrête sur cette page. C'est le prédécesseur. Liquinglian. Ses notes occupent toute une page. La personne venue ce jour-là avait la quarantaine, c'était le patron de World Dream. Nommé Chiazé. L'administration lui a cédé cette rue pour éponger une dette, mais ne l'autorise pas à la développer. Il a été trompé par l'administration, sa boutique est sur le point de fermer, et il souffre d'une maladie du foie. Il pourrait mourir à tout moment, c'est un homme pitoyable. Chiazé m'a supplié de lui donner quelque chose. Pour sauver sa boutique. Je ne savais vraiment pas quel trésor lui offrir. J'ai fouillé. Dans le placard est sorti beaucoup d'objets, en lui présentant un par un. Je voulais vraiment l'aider. Quand Chiazé m'a entendu présenter l'objet numéro 321, la pierre à vœux. Ses yeux se sont illuminés. Cette pierre peut réaliser un vœu, mais ce vœu ne doit pas avoir de conséquences trop lourdes, et ne peut être utilisé qu'une seule fois. Je lui ai expliqué que cette pierre ne pouvait pas ressusciter son commerce. Chiazé a insisté, me demandant ce qu'il devait payer. Voyant sa détresse. J'ai voulu la lui donner gratuitement, mais les objets de la boutique d'antiquité Lingao exigent toujours une contrepartie très précieuse. Je lui ai demandé l'objet qui lui était le plus cher, sa montre à gousset. À l'intérieur de la montre se trouvait une photo de famille. Le vœu de Chiazé m'a également laissé perplexe. Il espérait qu'un jour, dans le futur, le gérant nommé Chia de World Dream, en cas de péril mortel, puisse entrer dans la boutique d'antiquité Lingao. Après avoir fait son vœu, Chiazé m'a rendu la pierre. Et, abandonnant sa morosité, il est parti tout joyeux. Je ne comprends pas. En quoi ce vœu l'a aidé? Le carnet n'en disait rien. Plus tard, j'ai entendu dire que Chiazé, depuis lors, était devenu audacieux dans ses entreprises, multipliant les paris risqués, qui ont propulsé sa boutique vers des sommets. Je lis vraiment trop peu. Lingmu se lève brusquement et fouille dans la bibliothèque. Il finit par trouver une montre à gousset contenant une photo de famille, un cliché classique en noir et blanc. Lingmu plisse les yeux, le coin de ses paupières tressautent. Pas étonnant que le précédent responsable ait failli faire faillite. Pour une simple photo, il a utilisé un objet interdit. C'était un comportement de saint, se dit Lingmu. Si ce n'est pas toi qui es maudit, qui le sera? Lingmu ne l'exprime pas avec mépris. La vie est faite de diversité, il peut comprendre que l'on fasse des choses étranges. Les gens finissent toujours par payer le prix de leur choix. Il saisit la montre, retourne s'asseoir sur sa chaise, le regard pensif. C'est en rencontrant le frère de Chiazé à la montagne Culin que m'est venue l'idée d'intégrer Chiazé dans la société interdite. Ce n'était donc pas une coïncidence? Lingmu repose la montre et pince ses lèvres. Des pensées infinies surgissent, puis s'évanouissent. La puissance des objets interdits. A une fois de plus déjoué ses tentatives. Comment un objet peut-il, par des voies mystérieuses, contrôler le destin de tant de gens, selon les lois célestes? Même lui, ce gestionnaire d'objets interdits, se retrouve manipulé. Lui qui a repris cette boutique d'antiquité Lingao, serait-il lui aussi sous le contrôle de forces occultes et obscures? Lingmu se met à réfléchir sérieusement. C'est un homme ordinaire, et son histoire personnelle est tout aussi banale. Un orphelin, adopté par des parents nourriciers. Dans la famille adoptive, il y avait une sœur. Mais ses parents, issus d'un village féodal, avaient un désir inexplicable d'avoir un fils. Grand-père, en le voyant, fut fou de joie et dit que la lignée des Lin était assurée. Cependant, son tempérament naturel restait froid,
même envers ceux qu'il aimait. Quand son grand-père est mort, Ling Mu n'a pas bronché, comme si de rien n'était. Sans la moindre trace de tristesse, ses parents adoptifs ont cru qu'il manquait cruellement d'humanité. Incapables d'attachement, ils l'ont envoyé dans un pensionnat dès le collège. Puis, ils ont coupé les ponts. Ling Mu comprenait très bien ce que pensaient ses parents adoptifs. Pendant toutes ces années, il ne les a jamais dérangés, parlant occasionnellement à sa sœur. Par messagerie, mais en dehors de cela, avec cette famille. Il n'y avait quasiment aucune interaction. Il a consulté des médecins, voulant savoir si sa froideur était une maladie, le diagnostic est tombé, trouble de l'empathie sévère. Avec un léger alexithymie. En d'autres termes, une personnalité problématique. Il ne séparait du crime que par le mince rempart de la morale. Il aspirait à être comme tout le monde. A tenté d'avoir des relations amoureuses et des amis, mais a échoué. Sa petite amie est partie avec son meilleur ami, car ce dernier était riche, Ce type ne jouait l'ami que pour pouvoir coucher avec sa petite amie. En réalité, Ling Mu n'aimait ni sa petite amie, ni son meilleur ami. Il voulait juste être une personne normale, mais cela lui a causé un immense sentiment d'échec. C'est pourquoi il a accepté la malédiction sans hésiter pour devenir le propriétaire de la boutique d'antiquités. Il sentait que c'était le chemin qu'il devait suivre, une route pleine de créatures étranges. Ling Mu reprit ses esprits et continua à feuilleter le manuel du gestionnaire. Il se demandait s'il n'avait pas été manipulé. Pourquoi est-il devenu le gérant de cette boutique, car cette boutique avait précisément besoin d'un propriétaire comme lui. Ling Mu cherchait les enregistrements d'utilisation de la pierre à souhait, utilisés seulement 2 fois. Ling Mu a cherché longtemps et a murmuré, la seconde fois, c'était chiasé. La première fois, il n'y avait pas de détails, juste une mention d'utilisation. Le cerveau de Ling Mu travaillait lentement. Est-ce que quelqu'un aurait fait le vœu que je prenne la direction de la boutique Lingao? C'est ridicule. Ling Mu a continué ses recherches, a trouvé la date de la première utilisation et a murmuré. La première utilisation de la pierre à souhait remonte à l'époque du premier gestionnaire, sous la dynastie Tang. Ling Mu a refermé le manuel, marmonnant, personne ne pourrait être aussi oisif. Pour formuler, il y a 1400 ans, un vœu me concernant, pour que je devienne le gérant de la boutique Lingao. Ce doit être une coïncidence, après tout, il y a 1400 ans. Qui me connaissait? Si quelqu'un avait vraiment manipulé son destin, Ling Mu utiliserait tous les moyens. Pour enfermer cette personne dans un pot à âme, il n'aime pas être un pion. Sur la route périphérique sud. La Mercedes noire filait à toute allure. Récupérer des objets interdits perdus, en chercher de nouveaux. Sur le siège passager, Chiali assimilait ces informations, le choc provoqué par la société des interdits était trop immense. Chiali murmurait, il existe donc autant d'interdits dans ce monde. Ces interdits sont si terrifiants et si fascinants. Jin Meting tourna la tête pour la regarder avec un sourire aux lèvres, en fait. Le patron est le plus grand interdit de tous. Chiali fut prise de court, les yeux remplis d'effroi. C'est vrai, ces interdits inimaginables pour le commun des mortels ne sont que des objets de collection pour le patron. Jin Meting appréciait l'effroi de Chiali, son propre rôle au sein de la société des interdits était bien plus élevé que celui de cette PDG hautaine. Auparavant, le seul moyen qu'elle avait d'approcher Chiali était de la servir ou de se donner en spectacle pour elle. Elle regarda droit devant. Un sourire étirant ses lèvres, donc, tu dois faire l'effort de reprendre ta position de dirigeante du groupe Rêve Mondial, car ce n'est qu'ainsi que tu pourras accomplir davantage pour la société des interdits. Ces mots étaient directs, chargés d'intérêt. Les yeux de Chiali brillaient d'un éclat doré, elle ne ressentait aucune humiliation. À être traitée comme du bétail, elle avait déjà remis son âme à la boutique d'antiquités. Cette femme PDG au cœur de glace était déjà devenue la servante de cette entité. Elle connaissait sa place et était vraiment reconnaissante envers Monsieur Ling. Elle remarquerait que celle qui se débat aux portes de la mort. Chiali serra secrètement les poings et murmura, je ferai de mon mieux. Chiali entrevit une lueur d'espoir, devenir membre du cercle signifiait s'immiscer dans le monde surnaturel. Le groupe World Dream, dont le développement stagnait, a trouvé grâce au cercle une nouvelle issue. Chiali regarda par la fenêtre, son visage froid et ravissant. Laissant transparaître une assurance mêlée d'une pointe de pulsion meurtrière, je vais bientôt reprendre le contrôle de World Dream et me dévouer corps et âme pour le cercle. Chapitre 16. Actionnaire, Nanay, Hôpital Oasis. Dans le couloir de l'hôpital, tous les quelques mètres, un agent de sécurité montait la garde, ne laissant pas passer même une mouche. Maître Zhao se tenait devant la chambre, hurlant furieusement sur les gardes, où est-elle? Où est-elle? Appelez-les encore. Chiali a été emmené par le chef de la sécurité et n'est toujours pas revenu. C'était pourtant convenu, Chiali devait récupérer un objet, puis revenir signer le contrat. Mais il est déjà 22 heures, j'ai le contrat en main et j'attends ici depuis trop longtemps. Que ce soit moi ou les gardes, personne ne répond quand on appelle le chef de la sécurité. Un mauvais pressentiment m'envahit, et si Chiali avait soudoyé le chef de la sécurité, l'angoisse se lisait dans les yeux de Maître Zhao. Les actionnaires savaient déjà que Chiali s'apprêtait à signer. Avant que Chiali ne meure, les actionnaires avaient encore beaucoup de choses urgentes à régler. Ce soir, ils ont annulé leurs engagements, attendant dans la salle de conférence que j'apporte le contrat. Si, par ma faute, je laissais Chiali s'échapper, les actionnaires me dévoreraient vivant. Maître Zhao n'avait toujours pas réussi à joindre le garde répondit timidement,
Maître Zhao lui colla une gifle, merde. À ce moment, une voix glaciale de femme autoritaire résonna près de l'ascenseur. Qu'est-ce qui met Maître Zhao dans une telle colère? En entendant cette voix, les yeux de Maître Zhao s'illuminèrent soudain. C'était la voix de Xiali. Xiali est revenu. Maître Zhao poussa un soupir de soulagement, un sourire sinistre aux lèvres, et se tourna lentement. Tu devrais te réjouir de ne pas avoir joué la maligne, sinon je t'aurais. Maître Zhao s'interrompit à mi-mot, incrédule à la vue de Xiali qui s'avançait pas à pas. Et ravala le reste de sa phrase. Xiali est debout, comment est-ce possible? Elle a même changé de tenue, elle porte un tailleur noir, un pantalon noir. Des talons au noir. Ce costume sur mesure souligne sa silhouette, révélant ses courbes parfaites à la perfection. Elle porte un bustier noir en dessous, laissant apparaître un ventre plat et blanc, ainsi qu'un nombril sexy. Maître Zhao tente de rester calme. Son cerveau tourne à toute vitesse, la personne qu'elle a rencontrée ce soir possède une technologie avancée. Capable de permettre à Xiali une rémission miraculeuse, elle soupira intérieurement, quel héritage terrifiant. Pour ce super groupe vieux de 200 ans, les yeux de Maître Zhao balayaient sans cesse le dos de Xiali. Cherchant quelqu'un. Xiali, avec ses longues jambes et ses talons hauts, s'avança pas à pas, inutile de chercher, ils ne reviendront pas, les trois. Le coin de l'œil de Maître Zhao tressaillit, tu les as. Maître Zhao sentit son cuir chevelu se crisper. En tant qu'avocate de la nouvelle génération de World Dream, elle connaissait les méthodes de Xiali, impitoyables et cruelles. Ces trois gardes ont déjà connu une fin tragique, n'est-ce pas? Maître Zhao fixait intensément la présidente de glace qui s'approchait, et un sourire féroce se dessina sur ses lèvres, j'admets que tu as du talent pour t'être remise sur pied, mais... C'est tellement stupide. Chia, les gardes, ramenez-la dans sa chambre. Le contrat d'aujourd'hui, qu'elle le veuille ou non, elle le signera. À peine Maître Zhao eut-elle fini de parler qu'une dizaine de gardes, l'air menaçant, se rapprochèrent de Xiali, bloquant son chemin. Le garde en tête tendit la main vers Xiali, voulant la saisir. Les doigts de Xiali s'allongèrent soudainement, et ses griffes acérées tranchèrent instantanément la gorge du garde. Le garde, tenant sa gorge, le visage marqué par une terreur indescriptible, tomba lentement à genoux, puis s'effondra. Tous les agents de sécurité furent stupéfaits par cette scène, leur visage exprimant la terreur et l'incrédulité, mais Xiali ne ralentit pas sa marche. À chaque pas, 2 gardes supplémentaires se retrouvaient percés d'un trou, le sang s'écoulant en filets. Privé de vie, l'avocat Zhao ouvrit lentement la bouche, regardant cette scène avec horreur. Ses cuisses tremblaient violemment, les cris servaient de fond sonore et le rouge sang était la couleur dominante. Serait-elle un démon? Xiali enjamba tous les cadavres et se posta devant l'avocat Zhao. Bien sûr, envoie-leur le message. Xiali sortit un mouchoir de son corsage. Essuyant élégamment les taches de sang sur ses mains, dis-leur que tu arrives tout de suite. L'avocat Zhao sortit son téléphone en tremblant, d'accord, ne vous impatientez pas, Madame Xia. Je l'envoie immédiatement. L'avocat Zhao envoya le texte rédigé, puis leva les yeux avec un sourire obséquieux. Avant même qu'il puisse prononcer un mot, les doigts de Xiali lui tranchèrent la gorge, et elle se détourna pour partir. Jetant nonchalamment le mouchoir ensanglanté derrière elle, l'avocat Zhao se pressa la gorge. La bouche grande ouverte, il était incapable de respirer, fixant Xiali, hébété. Face à cette silhouette diabolique et gracieuse, il n'arrivait pas à comprendre ce qui avait pu mal tourner. L'avocat Zhao, à bout de force, s'effondra à genoux, et le mouchoir blanc vint se poser exactement sur sa tête, masquant son ultime expression. Au siège social du groupe World Dream, dans la luxueuse salle de conférence de Daping. On pouvait voir la vue nocturne prospère de Nané à travers les fenêtres. Dans cette salle, certains étaient des hommes d'âge mûr au ventre proéminent. D'autres étaient des vieillards décrépits, ou des femmes fortunées parées de bijoux. Ces 8 personnes étaient les actionnaires du groupe World Dream, gérant chacun un domaine spécifique. La dame riche croisa les bras. Elle dit avec mépris, pour s'occuper d'une malade, il leur faut tant de temps. L'avocat Zhao est vraiment un bon à rien. Le gros homme d'âge mûr le regarda avec sarcasme, c'est quand même Xiali. As-tu oublié à quel point elle t'a malmené? Tu as oublié le moment où tu t'es mis à genoux pour demander grâce? Après avoir offensé Xiali, la dame s'était cachée dans une villa isolée. Le soir où elle s'était réveillée, son lit était couvert de sang, et dans son lit, il y avait la tête de son chien de compagnie. Terrifiée, elle avait couru dès le lendemain devant Xiali, pour se mettre à genoux et demander pardon. Toute l'entreprise était au courant. Ce que les employés ignoraient, c'est qu'il y avait un mort de plus, le mannequin masculin qu'elle avait recruté. Elle était allongée sur le bras du mannequin, et les yeux de celui-ci ne l'avaient pas quitté. Ce gris mortel, elle ne l'oublierait jamais. Ayant vu son passé infâme révélé, la dame fixa le gros homme avec rage. Répète un peu pour voir. Le vieillard en tunique caressa sa barbe. Ne vous disputez pas, le dénouement est positif, Xiali a enfin admis sa défaite. Le gros homme, fumant son cigare, dit avec un sourire, une fois que Xia Qiming aura pris le pouvoir, World Dream sera à nous. La dame lança un regard oblique au gros homme et renifla avec dédain. Quel nous? Mettons les choses au clair, une fois que Xia Qiming sera au sommet. Je partirai avec mon équipe et mon argent. World Dream a déjà atteint son plafond. Espérer bêtement que World Dream génère encore plus d'argent, c'est rêver en plein jour. La dame réajusta son kipao, ses yeux empreints de rancœur et de jalousie.
Cette catin de Chiali nous a opprimés pendant tant d'années, enfin. Le temps de cette garce est compté, mon heure de gloire est arrivée. Ces gens? Certains voulaient plus de pouvoir, d'autres voulaient voler de leurs propres ailes. Bref, World Dream n'était plus qu'un gâteau sur la table, et ils attendaient que l'avocat Zhao apporte le couteau. Peu importe comment il serait partagé, ce seraient les partenaires subalternes et les employés de base qui en feraient les frais. Eux, en revanche, s'en mettraient plein la panse. À ce moment-là, on frappa à la porte de la salle. Tous affichèrent un sourire, enfin, il arrive. La porte s'ouvrit. En voyant la personne entrer, les sourires des actionnaires se figèrent. Chapitre 17. Appelez-moi Amer. Dans la salle de conférence, l'air était devenu glacial. Les actionnaires écarquillèrent les yeux, ce n'était pas l'avocat Zhao, mais Chiali. Le bruit de ses talons au frappant le sol était cristallin. Autour de la longue table, les actionnaires se raidirent inconsciemment, tels des sculptures de glace. Ils avaient peur de Chiali. Si Chiali n'avait pas été gravement malade, il n'aurait jamais osé s'agiter autant. Bien que cette femme n'ait que 30 ans, ses méthodes viciées. Le regard de Chiali. Balayant les visages des actionnaires du regard, il finit par se fixer sur la femme élégante, qui laissa échapper un frisson. Déglutissant avec difficulté, tu, balbutia Chiali. Que as-tu dit à l'instant? Sa voix, telle une fine lame de glace, vint se planter précisément dans le cœur de la femme, attirant tous les regards vers elle. Elle qui, il y a un instant, l'insultait de « catin », se retrouvait désormais incapable de prononcer le moindre mot. Son visage brûlait, l'humiliation subie par Chiali explosait enfin à cet instant. Elle fixa Chiali avec haine, l'amyotrophie et la maladie cardiaque de Chiali était bien réelle, elle allait mourir, et ce, très bientôt. Bien qu'incapable de comprendre comment elle tenait debout, l'issue semblait scellée. La femme frappa violemment la table, se levant dans un cri de douleur, et pointa Chiali du doigt. « Catin, cesse ton cinéma. L'air de la petite malade est révolu. Le rêve mondial nous appartient, pas à une mourante comme toi. » Ces paroles remirent tous les actionnaires d'aplomb. Même si Chiali était debout, ce n'était qu'un miracle. Sa maladie l'avait déjà condamné. À cette pensée, les actionnaires se redressèrent. Chiali, sans dire un mot, avança, ses talons claquant sur le sol en direction de la femme, un son net et assuré. Chaque pas résonnant sur les nerfs des actionnaires. Chiali se retrouva face à la femme, qui relevait le menton avec dédain. Alors que tous attendaient de voir comment Chiali allait conclure. Une scène stupéfiante se produisit, Chiali leva sa jambe élancée et planta violemment son genou dans le ventre de la femme. Les yeux exorbités par la terreur, la femme cracha du sang et s'effondra, terrassée par la douleur. Chiali leva le pied, posa son talon sur la tête de la femme, son regard de reine. Balayant les actionnaires, votre audace croît, au point de me faire douter de la gestion du rêve mondial entre mes mains. La stupeur se lisait sur tous les visages. Que Chiali frappe quelqu'un n'avait rien d'extraordinaire, ce qui était incroyable, c'est qu'elle n'était manifestement pas malade. Sinon, d'où tenait-elle cette force? En un instant, les esprits des présents se mirent à carburer, se pourrait-il que Chiali ne soit pas malade? Tout ceci n'était-il qu'un coup monté? Voulait-elle voir, dans son état prétendu? Quelle surprise les actionnaires lui réservaient? L'homme replé réagit promptement. Directrice Chia, ce n'est pas mon fait, c'était leur idée à tous. Le vieil homme, perdant son arrogance, s'empressa d'expliquer, nous craignons que le rêve mondial n'ait plus de successeur. C'est pourquoi nous avons demandé à Maître Zhao de trouver une solution. Est-ce lui qui vous a induite en erreur? Chiali sourit, un sourire de plus en plus glacial. Les cœurs des présents sombrèrent. C'en était fini. Un homme séduisant d'une trentaine d'années déclara d'une voix calme, Directrice Chia. Ce qui est fait est fait. Allez-vous laisser vos tueurs nous éliminer tous? Chiali répliqua doucement, je voudrais certes vous abattre, mais comment pourrais-je sacrifier les piliers du rêve mondial? Sans vos ressources, c'est la ruine assurée. Ils avaient été intimidés par l'aura de Chiali. Tout comme un robuste lycéen recevant une gifle d'une institutrice, bien qu'il ne risque pas d'être tué par une femme. La peur intérieure était irrationnelle. Car il existe un proverbe étranger, et un dicton ici. Tout excès finit par se retourner contre lui-même. Le rêve mondial a atteint son apogée, il est voué à mourir. Nous ne trouvons aucun nouveau projet pour faire franchir une étape supplémentaire au rêve mondial. À présent, le démantèlement est la meilleure option. Chiali lança un regard furtif vers elle. J'ai trouvé un projet prometteur, mais j'ai besoin de votre implication totale. Les uns après les autres, ils se regardèrent. Un projet prometteur? Comment est-ce possible? L'immobilier? Sûrement pas, le secteur ananais a atteint ses limites depuis longtemps. Chiali retira son pied de la tête de la femme. Et dit, les deux vœux de mon père avant de mourir étaient, retrouver cette photo de famille de mon enfance. Et que les actionnaires du rêve mondial s'investissent. Le premier point m'est impossible, grand-père n'a rien laissé. Cette photo a disparu. Quant au second point, je n'en avais pas la capacité autrefois, mais maintenant, je l'ai. Nul ne saisissait le sens de ces paroles. Le cœur humain est ce qu'il y a de plus changeant et de plus difficile à percer au monde. Comment a-t-elle le courage